Nick doing live readings on our website. We're launching now a cooking section for after school moms to make snacks for their kids. We're trying to make Hatley.com not just a transactional website, but a brand portal, a place that are going to have some easy access items for moms, for dads, for parents, people that are buying our product. Will it translate to more revenues? I don't know, but what it will translate to is just us being able to reinforce our brand online. We're trying to get our personalities out there digitally. We're trying to get our garments there, and that's the biggest pivot that I think we've done. Yeah, the future holds a lot of uncertainties regarding COVID. What's your biggest concern for the company? On the top of my head, I know that you guys have a lot of shops and ski resorts. Yeah, and what are also some of your concerns regarding your family as a father? Yeah, I mean. I know it's very strange, this whole my paranoia about ski resorts, but I guess it stems back to when this all happened. It was on a weekend, March 18th, and when the governments of British Columbia and Quebec started closing ski resorts. My brother Chris he was on a plane coming back from his holiday, and I was getting phone calls from our managers on the West Coast, Banff, Whistler, Tremblant. What happens tomorrow morning? And it was just like putting out fires. And I look forward, and it made such an impact on me because we have 16 stores of ski resorts in Canada. And what happens when you look at a ski resort? Yes, there's a Hatley store at Blue Mountain, Tremblant, Breckenridge, Vail, Whistler. We have 16 ski resorts. But a ski resort it's like the center of a very large economic wheel. If you're going to go on a holiday to Whistler, well, I hope you go to holiday to Whistler and buy one of my products when you're there, but you bought a ski ticket. You're going to spend 5 or 6 nights at a hotel. You're going to fly there. You're going to buy a ticket off Air Canada. You're going to use a taxi or rent a car to get there. It is an enormous economic driver, ski resorts in Canada. Montreal, I believe, has the most ski resorts per capita of any city in the world. Don't quote me on that. I'm quite sure it's true. And so, yeah, I'm totally paranoid about skiing because A, my kids won't be able to ski. I ski continuously. B, my stores are going to lose revenue. But the economic spin-off that it gives a region like the Laurentians or the West Coast of Canada with the likes of Banff and Whistler are enormous. So in the event that the pandemic progresses and evolves and our governments nominate to end skiing again, that actually frightens me the most. And the impact it has on my business and my staff, because I don't want to do what I did in March again this year. It was devastating, absolutely devastating to my staff, morale of the business, to our employees. So that is, in fact, my greatest concern. And my kids, what do we do every weekend? And it's minus 30 in Montreal. Yeah, that's ski lessons. Eh? It's horrible for me. So on a personal note, too, I'd like to say hi to my 3 sons this morning who are watching. I want to congratulate them for their great attitude because, we have all students across Quebec who are studying at home. So I have Guillaume at HEC, Mathieu at Champlain College, and Alexandre at Jean de Lamennais High School. So you guys rock. Keep up your great attitude, and I'm very proud of you. So love you all. What are the major trends you see emerging in the coming years, and how will retail business be able to cope with it? I think that people have to realize one thing, and that if, let's suggest that last year, I don't know the exact number, the Canadian economy bought $10 billion of garments, for instance. The $10 billion of garments that was purchased was primarily purchased through brick and mortar retailers, and then a certain portion, probably around 10% online. As we transition into this sort of large global pivot, Canada will still purchase $10 billion in garments. The key thing to remember is this: they will buy it differently. Whether it's through Hatley.com, Amazon.com, curbside pickup, click and collect online. The pivot is happening. It is absolutely key for small guys, mid-tier companies like myself, and large-tier companies to address the consumer's needs on how they're going to transact with their customers. That is the key. The top number stays the same. How we deliver the top number
changes completely. And for us, obviously, it's really transitioning to an e-commerce product relationship. And also, my stores are great places. I love my stores. My customers love my stores. But it's more difficult to interact in my stores now with masks and new laws. But I still want to make my stores fun. They're still at ski resorts. They're still in fun tourist locations. But it's very important that each and every one of my brick and mortar locations is a brand ambassador. Every store is an opportunity for me to welcome my customer, say hi, greet them, explain the product, and then ideally they buy a product, and ideally they transact online at a later date. But it's really important that a store become a brand ambassador it isn't even for multi-brand stores like Salle and Sports Experts. There are opportunities for customers to interact with the client, with the staff, learn about the service, the return authorization process if need be. It's important that it is a brand ambassador to the retailer. And that's the trend, because you're not always going to transact at the store. Now, really, it's about getting our brands out there in different formats. That's the new trend. What would you say are the 2 key ingredients for success in digital commerce? The 2 key points of success. And I'll say this really in my shoes. 1, getting your brand out there. I think that there's a space for a company like Amazon, which their brand is just everyone's brand. When you're talking about guys like me and I'll put myself in the same shoes as some other great Canadian icons like Canada Goose, our websites need to explain the brand, not just the product. The pajamas made of 100% cotton. It comes in this size. We get that on the specifications, but the About Us page, the video you saw earlier, that's an opportunity for my customers to learn about my values and my company's values. So it is incredibly important that you have a good shopping environment. Now, the next one might sound a bit weird, but I honestly believe in fast shipping. It irritates me if I buy on someone else's line that I don't get a confirmation and I don't get a shipping notification. I cannot tell you how important it is to get the product out the door as fast as possible. We have grown up in a society where I can walk into a store, pick out a garment, buy it, and I can go try it on at home, wear it at home, and I get that instant gratification. All of a sudden, brick and mortar retail stores are harder to access. What I need to do as an e-commerce merchant is ship fast. So I'll put this into my 2 big important points. A, keep it real, explain your brand. Just be yourself online and ship fast. Ship it fast. Get into the customer's hands as fast as possible. If that customer is 4 days away, when they place the order, give them a notification. When UPS or Canada Post picks it up, you let them know, and you give them a notification so they know the product is on its way. And in essence, each time you get a shipping notification, you're building up that sense of excitement that my Hatley product is about to be delivered. Let it be an unboxing. Let it be an unveiling of a great product. And that little 2 or 3 days that it takes to get there, it's going to be great. You've excited the customer. So I really think those are the 2 things I find important. If you talk to a technical person, they're going to tell you drop down windows, colors, and this and that. But to me, it's just make that website your personality and ship it fast. That's what it comes down to me. When you talked about shipping fast, how were you able to ship fast in April and May when all your stores were closed? Can you talk about? We never lost. Thank goodness for UPS, FedEx. They were considered priority services. They came every single day of the week. But I'll be very honest, we laid off a large amount of our staff and were unable to keep up with e-commerce volume because we had underestimated the needs or the growth of e-commerce. How do we ship it fast? Well, yours truly, I ship. My brother ships. Everybody ships. If you have able-bodied hands in my business, you're shipping. There is no grand hierarchy when we have a sale. We roll our hands dirty. Everyone rolls up their sleeves. I don't care who you are. You are shipping. And we do that at Black Friday. Everybody, they get the mandate from me. We're all in the warehouse. We're shipping because our jobs depend on getting that product out the door as fast as possible.
So there's no hierarchy when it comes to shipping e-commerce products. All right. Thank you for this great discussion. Hey, je vais maintenant céder la parole à notre maître de cérémonie pour une période de questions. Merci beaucoup pour votre conférence, messieurs. Alors, de retour avec vous, je sais que pour certains, le signal a coupé durant la vidéo. Vous avez été quelques-uns à nous le mentionner via l'onglet clavardage en direct. Maintenant, là, tout le monde a accès au signal. Sachez que la présentation a été enregistrée. Vous allez avoir accès en ligne jusqu'à la mi-novembre. Donc, à cette présentation, vous allez pouvoir la rattraper facilement et avoir le contenu fort inspirant de cette entreprise. Je vous invite maintenant à poser vos questions. Alors, c'est le même principe. On va dans l'onglet clavardage en direct. Alors, je vais donc pouvoir lire vos commentaires, vos questions et vous saluer également au passage. Mais tout d'abord, moi, j'aurais une première question pour vous. Messieurs, vers la fin de la discussion, vous avez parlé de livraison. Comment vous gérez les coûts de livraison par ailleurs? How do we manage the costs with respect to? Exactly. So on Hatley.com, it's pretty much free shipping above $50. But the reality is shipping costs have become much more economical for large vendors like myself. We offer, it's $50. You get free shipping Canada Post. We charge a small upcharge of about $8, depending on your region, for a 2-day delivery. But it's quite economical. It's built into the costs. That's very important now, particularly. We all have to remember that we're all competing against Amazon. Amazon is both my customer and it's also my competitor. And I'm sure everybody is well aware of the penetration of Amazon Prime. If you sign up for Amazon Prime, you're getting free 2-day shipping anywhere in North America. So I'm competing against that. So it's my intention to offer free shipping as much as possible to my customers. On a une question en ligne et vous pouvez poser vos questions tant en français qu'en anglais. C'est une présentation bilingue. On va pouvoir les adresser dans les deux langues. Alors, j'y vais avec une question de Jules Paquette qui va comme suit. Do you deal with multiple shipping solutions and do you treat local deliveries differently? Great question. Thank you very much. We use a lot of different shipping solutions, but they're kind of tailored towards each different trade lane. So we'll pick a vendor to deal with just Europe, for example, and we'll go to market. We know our volumes. We're established enough where we can go to UPS, FedEx, and the different carriers and get the best deal possible for that particular trade lane. So what you'll discover if you're shopping my website is that we might only give you one option for Europe, and it's going to be FedEx, or it's going to be UPS. But that's based on me negotiating the best possible solution. We'll ship UPS in Canada, but FedEx into the United States. Once again, it's just about us getting the best potential deal possible. What you discover, though, on Hatley.com is that we use Canada Post primarily for free shipping in Canada, and we'll do a small upcharge, about $4 if you want to use UPS. Same for the United States. We'll use the United States Postal System for free shipping, and then a small upcharge if we're going to use UPS or FedEx. Now, we do that because, well, frankly, Canada Post has a larger service area than the couriers of UPS and FedEx do, and same with the United States Post Office in the United States. They have a larger coverage. And frankly, they offer, United States Post Office has Saturday delivery in the US for the same price. UPS and FedEx don't. So there are some very unique things about the different shippers. And one of the things we did about 2 years ago is we did what's called an A/B test in e-commerce, and that we presented half of our customers with the option for free shipping with UPS or the free shipping with Canada Post. What we discovered was 50-50 buy-in, and I couldn't quite figure out why this was so even. And what I discovered was that, UPS wouldn't deliver to post office boxes. So in Canada, rural Canada uses postal boxes. Now, of course, I remembered that growing up in North Hatley, we didn't have home delivery. And of course, it re-emphasized to me how we need to offer the customer choice. So a customer always has choice on my website, whether you're going to use a tier 1 delivery system like a UPS or a FedEx versus Canada Post or United States Post Office. The choice is there, and all I do is charge the azimuth or the aggregate between the two, which is often about $2 to $3. Actually, I think it's $4 in Canada right now for UPS versus Canada Post. So I think that answers the question. Merci. Merci, M. Paquette. Contente de vous savoir avec nous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on va les prendre en direct. En ces temps de pandémie, c'est pas évident, il a fallu se réorganiser. Pour vous, c'est important d'avoir une vision
Avez-vous un conseil pour les gens qui nous écoutent pour avoir cette vision, garder cette vision en tête pour continuer de croître? I would, I'm so far into this now, 20 years, that I have great confidence in what I do. All I can suggest to anybody is that it's slower than you think. I think this idea of people launching a website and it just being enormous overnight, yes, it did happen. There are many examples of the eBays and the Amazons of the world. There are tons of them. But they are few and far between now. They really, really are. The world of 2009, 2020 online is a much more competitive playing field. Launching a website now is expensive, it's complicated, but it's still possible. But it's a much slower growth scenario. And so what I would suggest to people is to just be patient and give it integrity. Just do it with passion and keep it real. But the days of the overnight successes are less than they were 10 years ago. So it is a competitive environment, but it is frankly the most important environment out there. So. On vous sent très passionné tout au long de votre échange avec M. Hintz. On sent qu'avec le temps aussi, vous avez développé un lien privilégié avec les gens qui viennent chez vous. L'authenticité, c'est important pour vous, d'être authentique, d'être vrai avec ses clients dans sa relation d'affaires. Authenticity, it's important for your company? Well, I mean, every business takes on a lot of businesses take on the personality of their leaders, their CEOs. And I learned this as an employee at another business. And I believe very strongly that my employees will better reflect my brand if they reflect my beliefs. And I cannot tell you how often I am in meetings with my staff. And I just suggest them to make the right decision, even if it's the wrong decision, because it's better to make a decision and to defend it than not make a decision at all. But if you believe it's the right thing to do, even if it's wrong, you did it for the right reason. Mm-hmm. And I hope that makes sense. So, going back to the question about organic, when we made the decision, it was truly an expensive decision. It cost probably $100,000 in capital costs, and you had to be certified. And we flew our production person to India to go live. It's a true story. We actually sent my production person to a farm in India and where they grew the organic cotton. And no one had ever done that before. And I say that with great knowledge because the farmers were just blown away that my head of production showed up there. And it was during the monsoon in the Gujarat province of India. And they're there with these umbrellas and they were just shocked. But she did it because I would do it. And she went out there, she put her boots on and she traipsed a kilometer into this cotton farm and everybody was just so surprised to see her. She brought a video camera. And she did that because I would do it. I was not on that trip, but I would do that. And I want her to do it. And in turn, I believe that at some point in time in the process between me and my client, they'll understand what they have bought. They bought into this. And I believe strongly in that. And I think these very large economic investments going organic pay off in the long run. We've built a sustainable business. It wasn't a fast business. It wasn't an overnight success. But it's a business that will last for a long time. And I believe very strongly in that. Totally. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment qui proviennent du clavardage en direct. Si vous en avez à d'autres moments, écrivez-nous. On va les acheminer, bien sûr, à l'équipe. Avant de terminer, M. Hintz, vous aviez un mot pour nous? Oui, merci beaucoup. Jeremy, I can't shake your hand, unfortunately, but I'll give you a thumbs up. Au nom du Fonds de solidarité, j'aimerais te remercier de ta participation. Quand on a une super relation depuis 2016, on est partenaire avec vous, on en est très fiers. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner, beau temps, mauvais temps. Comme tu l'as mentionné, 2020, c'est un vrai test avec la COVID, puis on est vraiment là pour vous supporter avec tout ce que vous vivez. Peut-être comme mot de conclusion, c'est par une transition technologique puis en faisant preuve d'agilité, comme Athlé l'a fait, que les entreprises québécoises pourront être plus concurrentielles.
Le Fonds de solidarité est là pour soutenir l'industrie du commerce de détail. Nous offrons du financement sur mesure aux entreprises pour leurs projets de croissance puis les aider à réaliser leur vision d'affaires. Ça fait plusieurs années, ça fait plus de 15 ans qu'on couvre ce secteur-là. Donc, j'aimerais profiter de l'occasion pour tous vous remercier de votre présence ce matin avec ce congrès virtuel. Et avant de terminer et de recéder la parole à maître de la cérémonie, j'aimerais remercier Isabelle Gervasio et ainsi que Isabelle Gourdeau au Fonds de solidarité pour leur aide à cette préparation de cette discussion fort intéressante. Donc, merci beaucoup et bonne continuation. Un grand merci à vous deux, messieurs, pour votre présentation ce matin. Monsieur Audelaine, Monsieur Hintz, encore une fois, merci beaucoup. Avant de quitter, juste un petit mot maintenant pour les gens qui nous écoutent. Jean-Michel? Bien, en fait, vous allez pouvoir revoir, comme on le disait, la vidéo sur la plateforme, donc jusqu'à la mi-novembre, on dit? Oui, exactement. Donc, à partir du 9 octobre, toute la conversation que vous venez d'entendre sera disponible. Donc, si vous avez manqué quelques petits bouts. Alors, prenons quelques minutes maintenant pour regarder le prochain gagnant de la catégorie Impact social et environnemental pour ensuite casser la croûte et se revoir à 12h45 pour la conférence de Martin Svensson, Head of Retail in E-Commerce Industry and Partnership de Pinterest. Bon lunch. Bonjour, je me présente Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Il me fait plaisir de vous présenter le prix Reconnaissance Impact social et environnemental, qui récompense et reconnaît un détaillant pour le développement et l'appui d'initiatives à caractère philanthropique, caritatif et socialement responsable afin de contribuer positivement à la société québécoise. J'invite maintenant M. Jonathan Massé-Simard, vice-président Services aux entreprises, détaillant Services aux consommateurs et franchises pour la RBC Banque Royale, partenaire des prix Reconnaissance. Merci, M. Drouin. Effectivement, RBC Banque Royale est fier partenaire de la remise des prix Reconnaissance et nous sommes heureux au nom du jury de remettre le prix Impact social et environnemental à Family Prix. Bonjour, mon nom c'est Bernard Godbout, vice-président mise en marché marketing pour Family Prix. Premièrement, je tiens à féliciter les autres nominés, les autres détaillants. Félicitations. Chacun des gestes compte. Merci au CQCD, merci aussi à la Banque Royale pour ce prix reconnaissance. Évidemment, on ne fait pas ça, ces actions-là, pour avoir un prix, mais quand on le reçoit, on en est vraiment fiers. Ça part d'où cette initiative-là? Premièrement, une réflexion stratégique. Family Prix basé sur 3 piliers, la santé, l'innovation et l'humain. Et on ne pouvait pas, nous, indissocier la santé de l'humain versus la santé planétaire. Donc, dans notre plan stratégique, on a tout simplement incorporé l'éco-responsabilité, dont une des actions était de retirer simplement la vente des bouteilles d'eau de 750 ml et moins. Une autre action qui vient d'être entreprise, c'est de sélectionner une offre de produits avec des critères très spécifiques au niveau éco-responsable. Mais tout ça ne peut pas se faire tout seul. Alors, je tiens à remercier la personne qui a accepté le mandat chez Family Prix, Julie Larochelière, la directrice marketing. Merci beaucoup Bernard. C'est effectivement une super belle fierté pour nous de recevoir ce prix de reconnaissance-là aujourd'hui. Je ne peux pas passer sous silence de remercier toute mon équipe, en fait, tous les gens qui font partie du comité éco-responsable chez Family Prix, qui ont travaillé avec beaucoup de cœur dans toutes ces actions-là pour mettre en place et réaliser tous les projets en développement durable. J'aimerais également remercier la direction et l'ensemble du réseau des pharmacies pour nous supporter dans ce mouvement-là et de croire au virage éco-responsable que nous sommes en train de prendre. Alors, puis je ne passerai pas non plus sous silence de remercier l'équipe Maillon Vert, avec qui on collabore grandement, qui nous guide, puis qui nous accompagne également dans toutes nos actions qu'on fait et qui nous guide dans le développement durable et de s'assurer d'effectuer les bonnes pratiques. Alors, merci encore et restez à l'affût parce que d'autres belles initiatives éco viendront et on fera des annonces sous peu. Merci beaucoup.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dîné. Avant de vous présenter notre prochaine conférence, je vous invite une fois de plus à vous rendre sur la plateforme durant les pauses, à visiter les exposants qui sont en mode virtuel et toujours de poser des questions, des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et ça crée de l'interaction avec les conférenciers qui sont chez eux. Alors, dans un contexte comme celui-ci, le contexte de la pandémie, votre implication à titre de détaillant et votre image devient de plus en plus importante pour les prochains mois. Dans la prochaine conférence intitulée The Great Reboot, donc une conférence en anglais, nous allons explorer avec Pinterest l'importance de se positionner comme marque pour les mois à venir. Ladies and gentlemen, join Martin Svensson from Pinterest to learn the 3 key ways your brand can stay top of mind for consumer. Thank you. Hi, everyone. My name is Martin Svensson. I'm the head of retail and e-commerce here at Pinterest Canada, and I'm thrilled to be here with you today to talk about this great reboot that's happening in our industry. That's essentially driven by the unprecedented amount of change we're currently seeing with a pandemic, the second wave of COVID, an economic crisis, obviously social change, and a potential major election that is affecting us all here in Canada going into the fall and beyond. But before we take a deeper look at the Great Reboot and what it means, I would like to give you a short introduction to Pinterest. I realize that there's probably a lot of people in the audience today that may have not used Pinterest in the past. And then we'll swiftly jump in to talk about the reboot and the 3 things you should consider in order to stay relevant in this new reality. So what has Pinterest done? Let's jump right in. As a company, our mission is not to keep you glued to a screen, but rather quite the opposite. To bring everyone the inspiration to create a life they love. And what does that mean? Well, Pinterest sits in a pretty unique place compared to social and search platforms. That's because it's a place where millions of people go for visual, personalized discovery, not to search for information per se or feel social validation, but to find and explore new things that they can do and try in their lives with their family and friends in kind of that offline world and not online. So we're all about helping people realize their dreams in the offline world. So how does inspiration happen on Pinterest then? Well, the first way is through the home feed. And this is my home feed here on the left-hand side.
Everything here is tailored to my tastes and preferences, my interests at any given moment. And you can see that right now I'm still dreaming about that vacation to Iceland. I'm certainly into that dessert thing. Being at home, preparing your own meals, it's allowed me to take more time to do that. And I'm rethinking my home setup now that we're back working from home to a larger degree again. So I can click on any one of these pins and be taken to the source, which is generally a website, to learn more and take action, or save the pin to a board and come back to it later. The second way people discover possibilities on Pinterest is through search. And our search looks similar to search on other platforms. You can either type in your search query, like I did in this case with an anniversary dinner I'm planning, or you can use your camera and just simply search through the lens of the camera. And we'll talk a little bit about that later on. We see billions of searches every month on Pinterest, and 97% of searches are unbranded and rarely ever more than 1 to 3 words. And on average, people look at 65 pins per search. So we know that people on Pinterest are open to the possibilities, and they're very high in the funnel or early in their journey, so to speak. They haven't yet made up their mind. People are literally searching for inspiration. So search terms like travel inspiration, dinner ideas, fashion trends, and makeup inspirations are very common on our platform. 416 million people around the world use Pinterest on a monthly basis, and they have saved over 240 billion pins or pieces of content to the platform and saved it to over 5 billion boards. Here in Canada, we reach 13.7 million people on a monthly basis. 3 in 5 Canadian moms, 2 in 3 women 25 to 54, and 1 in 2 millennials use our platform on a monthly basis. So looking at these numbers, it's safe to say that we skew female users, but interestingly, the biggest growth we're currently seeing is among millennial males. And who would have thought they like to organize their lives? Well, they do, and they come to our platform to do so. We like to say that pinners are planners. Users lean into Pinterest in a way that they don't really do with other social platforms. On most social platforms, users curate what their lives look like. On Pinterest, no one's really sharing their boards. It's about yourself and not your selfie in a way. So people come to Pinterest to design their lives, and by coming and telling us what they're planning for, it has made Pinterest an authority in terms of providing insights and trends. So let's take a closer look at what that means. This is our seasonal planner. It indicates when people come to our platform to search and to save for ideas related to seasonal moments. If you look at the very bottom, you can see the holidays. Generally, people come to our platform June, July timeframe to start saving ideas and searching for ideas for the holidays. So they're very early when it comes to the planning stage. And as you'll see later this year, they've been even earlier, as early as April. But if you go to the very top of the seasonal planner, you can see that for big events like Valentine's Day, Easter, Mother's Day, or Father's Day, people, they start their journey weeks or months in advance of the actual event. So pinner behavior really offers marketers a way to talk to consumers about important seasonal events earlier than they would on other platforms. But Pinterest isn't just for seasonal moments and big life moments. People come to Pinterest to plan moments big and small, and it really revolves around everything going on in their lives, like what to make for dinner, or how to decorate their house, or what to wear for Thanksgiving dinner, anything that pops up in between. People come and they seek this inspiration. They come with intent, but they're undecided. They know they want to do something, like finding some new cool clothes for fall, but they're undecided on exactly what. They don't have the exact outfit in mind. So again, we see 97% of the top searches on the platform being unbranded, which is really the polar opposite compared to some of the other search platforms where you mostly see branded searches because people are very much in the bottom of the funnel.
And once they are in the platform, their consumer journey looks a little bit like this. First, they discover, they search, they save, they go deeper into that topic they are looking for. That's something they want to do till they find just the right thing they were looking for. And then they act. In fact, 98% of pinners, they report trying new things they find on Pinterest, compared to only 71% on other media platforms. So on Pinterest, consumers come onto the platform with a unique mindset, one we think is the best mindset for brands. Pinners are seeking inspiration, they're full of intent, and many times they haven't yet selected exactly what they want to do. They're pretty much blank slate. They haven't picked the category, they certainly haven't picked a product or a brand. They're still in that discovery mode, which is perfect for any business looking to drive new business acquisition and sales. So that's Pinterest in a nutshell. And I want to switch gears to talk about the current climate and why we are experiencing this great reboot. I think all of us have been impacted by COVID to varying degrees in our personal lives, and so have our businesses. In short, the regular marketing playbook went out the window earlier this year. You couldn't just execute using the same old strategies. The advertising industry at large underwent a great reboot, and a reinvention of sorts occurred practically overnight, with partners and platforms alike banding together to create some amazing work under significant constraints. And this reboot is definitely underway, but I think the work has just really begun. We're going to have to adapt, and there's going to be a lot of work to undertake together as we move into the future. So as we look forward to Q4 and certainly next year to attempt to plan for what will hopefully be a less tumultuous time, I believe that we need to stick to three truths or three core areas. The first one will be, marketers will need more than ever insights that will give them a peek into what their consumers are thinking in real time. Second, due to increased consumer scrutiny at every turn, marketers will only want to invest with partners whose environments and platforms are both safe and positive. And third, marketers will need to find new and more efficient ways to inspire people and move them down the funnel, especially as everyone fights for attention on digital screens and shoppable moments are more ubiquitous than ever before. So let's talk about insights first, because I think everyone in the audience are probably craving insights that you can apply to your business, no matter what vertical you're in. And many times the best way to learn about successful strategies is to apply to the future is to look at the past. And I think it's a special circumstance now that we're nearing a second COVID wave. So let's look back at what we learned this year. In early spring, here at Pinterest, we identified 4 phases of recovery based on emerging pinner behaviors in the wake of COVID. We shared these in a white paper called How to Inspire Through Uncertainty, and you can find this white paper online if you would like to dig a little bit deeper. But looking at the first phases then, in phase 1, consumers were a little bit disoriented and they were craving information and they wanted to triage. In the second phase, our consumers and pretty much all of us, we were worried. And, in times like that, you search for empathy and relevance. And then came that moment when we had all been cooped up in our homes for months and months on time, where we started becoming restless. It was really all about escapism and optimism and kind of thinking about the future, because there was a comfort in doing so. And most recently, we were in phase 4, but with the rise in new COVID cases, we're regressing back to the previous stages. So needless to say, we will all have to plan for a multitude of scenarios as we go into the holiday season and beyond. Across the phases of recovery, our insights unearthed some striking truths about how people around the world use Pinterest to navigate life during COVID. And they all revolved around themes that we know really well by now.
It was all about positivity. It was about staying calm. It was about self-care. It was about health. And it certainly was about working from home and how you can make that happen when you have, 2 kids running around who can't attend school and things like that, of that nature. In order to measure Canadian sentiment, we tracked searches belonging to the different stages, the 4 stages I mentioned, and we indexed them against one another. As you can see in the graph, May really marked a breakthrough month where Canadians turned optimistic about the future. Things were moving in the right direction. But fast forward to today, with a second spike, yet again, you can see that the curves are converging. Canadians are becoming really worried about what's to come. And this is really evident in the top trending Pinterest searches that we're seeing right now. It's really interesting to see that. On the one hand, we're seeing trends related to getting back to normal life, such as Christmas wish lists and pumpkin patch photo shoots trending. Whereas we, on the other hand, are seeing some old trends crop up again, such as home office ideas. I personally survived using an IKEA ironing board as a standing desk for the first 5 months, and I certainly don't want to go back to that. We see COVID-friendly snacks is trending, and this is my favorite, drive-by baby shower ideas. So I guess if you really have to have a baby shower, you want to minimize in-person contact, you just schedule a drive-by. And if anyone in the audience ever comes across one of these baby shower drive-bys, please send me a photo. I would love to know what that looks like in real life. So yeah, needless to say, we need to plan for all of the scenarios. But here I want to switch gears to talk a little bit about how these things are affecting that one moment of the year that truly makes or breaks a retailer, the holidays. The holidays has always been the biggest seasonal event on Pinterest, and people come to the platform to learn about trends and ideas revolving around everything Christmas related or holiday related. It's the gifts, it's the food, it's the drinks, it's the decor, it's the songs, you name it. They plan all of that stuff on our platform. And like we mentioned before, historically, people on Pinterest start making holiday plans in late summer. But this year, they started searching and saving for the holidays in April. And one of the reasons that we think that is obviously, again, COVID and stay-at-home orders, they kind of push people to look forward to looking forward. 2020 has been a hard year, and consumers are kind of craving the comfort of the holidays because it's something that really tends to pacify us and make us happy on a yearly basis. So on Pinterest, just to illustrate how this played out, in the line graph on the left, the bright green line is depicting Pinterest indexed holiday searches, and the light blue line is the same for the leading search engine. And by comparison, we started seeing increases in June and July, whereas holiday searches on the leading competitive search engine don't really take off until November, December. So quite a stark difference. But again, this year, that trend has been accelerating more rapidly than what we were expecting. In 2020, holiday searches on Pinterest started increasing in May. And in the graph on the right, we're actually quantifying a 59% year-over-year growth rate as far back as April, and when we look at a basket of Christmas-related keywords. So really fascinating to see how that's playing out. So this year's holidays will likely be the most important ever. In a recent holiday survey that we commissioned, we learned that nearly half of pinners, they want brands to help them take the holidays to the next level. And 4 in 10, they want brands to help them bond with loved ones and create special moments with family this year. So no pressure on us retailers and marketers. There's obviously a bit of work for us to do that. But jokes aside, I think this is a great opportunity for us. Our customers and future customers are really relying on us to help them connect with family in a pivotal moment like we're living through right now.
Other takeaways from the research, some may be fairly obvious by now. The first one, people will miss going to stores and malls and holiday markets to window shop. I actually still like window shopping, especially for the holidays. So they're going to go online to seek that inspiration out. This one, but I'll still mention it. People will start shopping online much earlier than usual due to concerns over logistics and shipping speeds and delivery dates. And we also already see a large chunk of Canadians being in market buying holiday gifts now, but we're certainly going to see that accelerate in the next 2 weeks or so. And then lastly, my favorite, because I'm certainly going to do this myself, people are more likely to treat themselves this year. Again, it's been a really tough year and we all want to self-gift. So self-gifting will be one of those big trends we're seeing this year as well. What's trending right now? Well, some are known, others are unknowns, I would say. In general retail, we're seeing Christmas decor ideas trend versus last year by over 13 times. We've seen a 100% increase in Christmas gift ideas, and Christmas gift baskets is also trending. In grocery, year over year, same time, we're seeing a 27% increase in Christmas recipes. So that basically tells us that people are in planning mode already. In the home category, we're seeing Christmas wood signs, Christmas bedrooms, and Christmas porch trending. And that indicates that people are going to go the extra mile and make things Christmas cozy this year. And you can see that in the themes as well. Cozy Christmas is trending, Christmas aesthetic, and country Christmas. So you can bet that people will double down on Christmas this year. And if you want to research what's currently trending in your own categories, you'll be happy to know that we just launched our Pinterest Trends tool that can help you stay on trend leading up to the holidays and the new year. And the Pinterest Trends tool allows you to mine for insights in both English and French. And you can also access it using the link on the lower left-hand side there, trends.pinterest.com. It'll give you trends. It'll also give you, top trending pins or visualizations of the things that are trending. So well worth your time if you have a moment to check that out. Great. Let's switch gears and talk about the next area, which is positivity. Given everything going on, people are craving a different kind of internet experience. And I think we all live through that today as well. We want an online oasis and not the public square, a space free of misinformation and political divisiveness. There's been a lot of that this year, where everyone feels safe to be who they are. And now more than ever, a place where they can envision a positive future and find a path to turn that vision into reality. So amidst the global pandemic, positive context really matters. And our latest research shows that positive online environments have a halo effect on the brands that show up there. From awareness and sentiment to trust and purchase, 6 out of 10 agree that positivity drives impact at every stage of the funnel. I personally think people are more receptive to a retailer's message or a marketer's message when they're in that positive kind of state of being rather than being, angry or upset, right? And in a post-COVID world, the majority of adults agree that it's a brand's responsibility to advertise in safe, positive places. And we did a recent poll among advertisers, and 92% of advertisers ranked Pinterest first on overall reputation among the top 8 media platforms. So we're a very safe space for both users as well as brands, of course. And I think our founder, Ben Silverman, said it best when he said that, if you want positive things to come out of internet technology, they have to be deliberately engineered that way. And that's something we've taken to heart here at Pinterest when we build our products and certainly the policies that go along with them. Here are just some of the policies that we've introduced in the last 5 years or so. We removed body shaming weight loss ads in 2015. We just didn't think that resonated with our platform and the message of positivity at all.
We removed the opportunity to run political ads in 2018, which is something a lot of platforms are still trying to do to this day. We incorporated inclusive beauty searches in 2019, making sure that whatever your skin tone is, you should be able to see relevant results. And this year, we were one of the first companies to launch authoritative search results for COVID-19, ensuring that results only displayed reputable organizations giving accurate health advice. Because one of the most frustrating things is to find the opposite, which is which gets really upsetting, especially if you're sick or you want to find the correct information. So again, super safe space for both users and brands. Let's talk about the third truth or area that we identified. Inspiration. Let's talk about why inspiration is so important. This one really hits home for me. If you know what you want, you can get it in a click. And with the rise of e-commerce, convenience is a problem solved for. You can use Amazon or Google to find the exact thing you want at the best price and get it delivered to your front door in basically a day or less. So that's already been solved for. But I think, for all the times shoppers don't know exactly what they want, when they're looking for something special, when they're trying something new in their life, when they haven't bought anything like it before, they need more than just a transaction, more than just fast, convenient, and at the best price. They need ideas and the inspiration that go along with it. So when you shop for home and fashion, for example, you aren't just making a utilitarian choice. You're looking for products that feel personal and specific to you so that you can make the right choice, and one that you feel confident about. So inspiration really matters for shoppers. No matter how much shopping has changed, what hasn't is the powerful and critical role that inspiration plays in helping us decide what to buy. In fact, 92% of people say that inspiration is influential in determining what to buy. Yet in the last 5 to 10 years, I think the focus has mainly been on perfecting the conversion piece, getting people to purchase something in as few steps as possible. So there's certainly more we can do here, especially as people are now trying to find inspiration online as opposed to offline in stores and so on and so forth. So as a retailer or marketer, there's an easy way to tap into this opportunity on our platform. It only requires 3 simple steps, allowing you to get up and running on Pinterest before the holidays, if you so wish. So I'm going to get a bit tactical here and walk you through those 3 steps. First, we've developed a new program called the Verified Merchant Program, whereby you can now upload your entire product catalog onto Pinterest and automatically create individual product pins for each SKU in your feed to ensure that your products get visibility on Pinterest. And once you're up and organized, now your products are able to be distributed across our shopping experiences organically. And I just want to name a few shopping surfaces to give you an idea of what we have to offer. First on the left, this is shopping from a close-up. You see this pin of someone with a bike and a really cool backpack that we all want. With our algorithm, we now allow a pinner to highlight products within the image and then see real products in a content ecosystem that look visually similar to that background. So if your products, your feed is uploaded to our platform, we can essentially pull products from your catalog if you offer this backpack in question, for instance, or the bike or that lovely yellow shirt, for instance, which is really powerful. In the middle, there's shop from search. I think everyone's familiar with how this works, but use a text search to query Pinterest, and then Pinterest results give results back that is based on the style that a user is looking for, complete with price and all the additional information as well. And lastly, a product that we pioneered and launched over 5 years ago, our lens product, or shopping lens.
essentially you can query the world using the lens or the camera lens of your phone. So if you see that perfect lamp at a friend's house and you want that one, you can just take a photo of it, and then Pinterest will produce results that are either an exact match or very closely aligned to that lamp in the example on the slide here. So another powerful way of making sure that, you know, as a retailer, you're there when clients are looking for products that you offer. Again, these are areas where you have the opportunity to show up with your products. And then lastly, you can amplify your message through paid promotion of your products as well. So on the left-hand side here, you can see your shopping ads. It takes your catalog and gives you the ability to promote specific product groups to further match with inner behavior and signals of intent. And then on the right-hand side, you can see our newest product. It's called Collections Ads, which allows you to group visually related products for an upcoming category launch, or maybe it's a holiday countdown or holiday sale. And this again is new, and we're really excited about it. But needless to say, this is just a foundation where we want to ensure that we all start. From there, we can build for the right timing and theme, and we have so much more to offer. But to summarize today's conversation, in order to be best prepared during these uncertain times, first, marketers will need more than ever insights that will give them a peek into what their consumers are thinking in real time. Second, marketers will only want to invest with partners whose environments and platforms are both safe and positive. Consumers are expecting that. And third, marketers need to find new and efficient ways to inspire people and move them down the funnel as everyone fights for attention on digital screens, and shoppable moments are more ubiquitous than ever before. And I personally think that Pinterest can offer you value in each one of these three areas. So please consider us as you embark on your journey into the holidays in 2021. With that, I would love to wish you all the best of luck in Q4 and during the holidays. Thank you very much. Est-ce qu'il y a des questions en ligne en ce moment? Si vous avez des questions, je vous rappelle que c'est le moment de le faire. D'ailleurs, vous pouvez le faire directement. Si vous êtes en mode plein écran, vous pouvez appuyer sur le fameux bouton Escape, donc échappe. Ça va vous sortir de la vidéo et il y a un onglet pour poser vos questions directement à M. Svensson de Pinterest. So, Mr. Svensson, so if I hear you right, I should be starting to think about my Valentine's Day decoration right now? Well, I think, you know, for your significant other, maybe it would be a good idea to start looking at the gift or the experience that you would like to plan for that significant other. I think Valentine's Day, it's an important moment, but it's not as important as the holidays, of course. But you can certainly plan the gifts, that beautiful meal you want to prepare, or, you know, if you're thinking about, well, provided that we can, in the post-COVID world, take your significant other on a trip or, you know, plan something special for them. Pinterest is really a great place to do that. Thank you. We have a question from Erika Bois. Do you think Pinterest is good for a little local shop, or is it like too much, she asked? No, I think Pinterest is great for small local shops. And, you know, if you upload your content just in an organic fashion, we do our utmost to make sure that we feature local content. So if you're Quebec-based and you have a user in Quebec looking for ideas, then there's a great chance that your content can show up for those users, of course. I don't think, you know, no matter what size your business is, your consumers or your future customers, they will always be looking for inspiration. And if you're not there when they're looking for ideas, then they may just go with someone else. So I think it works for any size of business. We have another question from Martin. I think we can go back. Like, when you say 98% act on, do you mean that people buy on the website, on their site? So
Yeah, it could be a purchase or it could be just realizing an idea. My daughter, she has an egg allergy, and every week I try to think of a new recipe for her breakfast, because if you can't eat eggs, breakfast's pretty boring. So whenever I find a great idea, I act on it and I make that meal for her. Whereas, if I'm planning a holiday gift for my wife and I find something that I think she would really like, then I act on it by clicking on that pin, going through to the retailer's website and purchasing that product outright. So it really encompasses both projects as well as purchases. Yeah. Next question, we have Daniel Vasseur. Can you segment Pinterest by region? For example, looking for custom-made jewelry in Montreal. Yes, you can target down to the FSA or postal code level. So if you want to go that deep, you can. You can certainly target cities and obviously provinces. Yeah. Next question, we have Fleury-Laure Dubé. How well is Pinterest adapt to help boost music marketing strategies? Ooh, a niche question. I haven't come across that one yet, since I'm in predominantly in retail. I know that, people, they look a lot for, music inspiration, not, listening to the music per se, but they, a regular query could be, top 10 music within a certain genre, and then you can find different types of pins that may list the top 10, different songs or top 10 different styles of music. So I still think there's room for this specific use case, albeit slightly smaller than general retail. Maxime Valois asks you if you think Pinterest has changed the sale experience in general. Sorry, can you repeat that? If we've changed the sales experience? Yes, the sale experience in general. Yeah, I think, I joined 2 years ago, so I've seen the evolution of Pinterest during these 2 years. And I would say that 2 or 3 years ago, the biggest, one of the main questions that we received from users would have been, I found that perfect thing I want to buy, but then I clicked on it, I couldn't go to the retail site to purchase it. So I would label the last 2 years, and certainly 2021, as the year of making everything shoppable. We want to make sure that users can find what they want, they find the inspiration, they're convinced that they want it, and then they just click through to a retailer website where they can purchase it. We want to make it as streamlined as possible, so we're continuously striving to make improvements there. And I think I showed some of those examples with the shoppable spaces there towards the tail end of the presentation. Those are just a few. But I personally love that kind of pinch and zoom opportunity where you can look at a pin and you can find that backpack, for instance, and if you want it, just zoom in and find more examples. And then as you click on those examples, you can go through and purchase them. So we're all about being shoppable. And I think among social platforms, I think a recent stat from eMarketer said that 49% of I think it was Americans in that report, they report that they use Pinterest to shop versus just 11% on other social media. So quite a powerful stat. We have a question now from Jean-Pierre Lachance. To make our publication more visible, is it important to include keywords in the title or description? Yes, whenever you upload content, be it organically or in a paid capacity, always make sure that you have compelling copy. So headline, keywords, description text, we index all of that. As well as the image itself. We use image recognition to try to understand what's in the image. But if we have those additional pieces of copy, that certainly helps us as well. So yes, please continue doing that if you already started. And I have a follow-up from that question about the photos. What kind of photos is the best to be recognized by your algorithm? So is it like professional photos on a white background or in lifestyle mode? Yeah, it's a great question. I think when it comes to both video and images, because we obviously allow both, I think product specifically in context makes it easier for our
users to envision, what it would look like. Let's say a new sofa in the home. Users would probably better, prefer a sofa in context rather than a sofa on a white background. That being said, if they're in shopping mode, like lower funnel, they want to purchase something, product in white background works really excellently as well. So I would say both if possible. Thank you. Nancy Boudreau asks you, will ads help get more visibility organically after the ad? Yes, and I would say yeah. I mean, if you get that additional boost through ads, and people like what you're offering, they can save an ad or a pin onto their boards, and then if that person or pinner has followers, those followers will see that that person saved the pin, and if it resonates with them, then they have the option to connect with that content as well. So it becomes this almost like a multiplication in behavior where you can get additional reach just by virtue of connecting with that one pinner that then kind of spreads the message further. So I would say yes. Thank you so much, Mr. Swenson, for your time and your generosity with the answering the question. It was really helpful for us to hear. Thank you so much. Thank you so much for having me. Bye. Bye. Et de notre côté, nous vous invitons à faire un prochain choix dans la section conférences où vous pourrez sélectionner l'une des 3 conférences en simultané. On se revoit dans quelques instants.
Bienvenue à cette conférence Atelier 1, Vendre à l'international, histoire à succès. Donc, vous allez pouvoir découvrir des détaillants qui ont lancé avec succès leurs opérations sur des marchés étrangers. Percer de nouveaux marchés est un double défi. Non seulement cette ouverture est souvent signe de nouvelles opportunités, mais en même temps, il faut savoir se démarquer et se positionner avantageusement dans un marché qui nous n'est pas familier. Debbie Zakaïb est forte de son expertise en gestion et en mode et de son engagement au sein de plusieurs conseils d'administration. Debbie Zakaïb est à la tête de la grappe mode depuis 2016 en tant que directrice générale. Lancée en mai 2015, M-Mode, la grappe métropolitaine de la mode, a pour mission d'améliorer la compétitivité et de contribuer à la croissance de l'industrie de la mode québécoise en agissant comme principale plateforme d'échange et de collaboration de l'écosystème. Debbie Zakaïb détient une maîtrise en marketing de HEC Montréal, après avoir œuvré quelques années au Bureau fédéral de développement régional à l'élaboration du programme d'aide aux créateurs et de promotion de la mode au Québec. Elle a travaillé pendant plus de 10 ans dans le domaine des produits de consommation en tant que directrice de développement de marque chez L'Oréal, Coca-Cola et Johnson & Johnson. Elle a aussi entretenu un blog au magazine Clin d'œil et a été chroniqueuse urbaine à ici Radio-Canada Télé. Passionnée d'art et collectionneuse, elle a été impliquée au sein de nombreux projets en art visuel et siège depuis 9 ans au conseil d'administration de la Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal, pour laquelle elle a présidé l'organisation du bal annuel durant près d'une décennie. Elle a également été administratrice sur le CA de la Factory, l'École de sciences de la créativité, sur le CA de la Fondation Eulalie Durocher et organisatrice pendant 5 ans de la FAC, la Foire d'art contemporain de Saint-Lambert. David Chagnon est directeur général de l'entreprise de bijoux montréalaise Anne-Marie Chagnon depuis 2009. L'atelier est fondé par sa sœur Anne-Marie, une artiste en art visuel et joaillerie réputée pour sa grande créativité, occupe 40 employés et exporte la majorité de sa production à l'extérieur du Québec. Gestionnaire d'expérience, M. Chagnon a un baccalauréat en sciences politiques et une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Autrefois cadre chez Bombardier Aéronautique et vice-président au sein d'une PME manufacturière, il a débuté sa carrière à la Chambre des communes du Canada. Monsieur Chagnon est membre des conseils d'administration de la grappe métropolitaine de la mode et du Conseil des métiers d'art du Québec. Jean-Philippe Robert et ses frères François-Xavier et Guillaume ont fait l'acquisition de Quartz Nature, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de manteaux d'hiver, dans le but de commercialiser un produit canadien haut de gamme sur les marchés internationaux. En 2015, sitôt arrivés à la tête de la compagnie, ils entreprennent un redesign des produits et un repositionnement des marques qui donne naissance à Quartz Co. La compagnie présente désormais une collection de manteaux aux lignes épurées, chauds et fonctionnels, toujours fabriqués au Canada. Jean-Philippe est entrepreneur dans le milieu de la mode depuis l'âge de 19 ans, mais a aussi une formation d'ingénieur industriel, une expérience dans le luxe et une grande connaissance de l'international. Ces expériences diverses prennent tout leur sens dans son rôle de président et de directeur de la création chez Quartz Co. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Debbie Zakaïb, David Chagnon et Jean-Philippe Robert. Alors, merci, c'est drôle, pas d'applaudissements. Oui, c'est ça. Très enthousiaste d'être ici aujourd'hui à TAG du CQCD. On est vraiment impressionnés de l'organisation. Donc, toute une équipe derrière ce projet-là. Donc, honoré d'être avec vous, Jean-Philippe, David, pour parler de
de détaillants, mais de détaillants aussi qui réussissent à l'international. Vous avez tous les deux un bagage d'entrepreneurs assez singulier. On a vu vos biographies, c'est impressionnant. Et aussi, vous êtes très engagés, très dynamiques dans l'industrie. Vous êtes impliqués à la Grappem Mode. Vous êtes tous les deux présidents de chantier de travail à la Grappem Mode, exportation, innovation. Donc, on va avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On pourrait peut-être commencer par une présentation de base, là, votre entreprise, le nombre d'employés. Vous êtes dans l'industrie de la mode, bien sûr, manteaux d'hiver, accessoires, les bijoux. Peut-être vous présenter un peu pour mettre les gens en situation. Jean-Philippe, en premier? Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir d'être ici. Quartzco, c'est une compagnie de manteaux d'hiver spécialisée dans la fabrication et la distribution de manteaux haut de gamme de duvet fabriqués au Canada. On l'a dit dans la présentation, mais nous, on a acquis une compagnie en 2015 qui faisait d'excellents produits déjà fabriqués au Canada, toujours très fonctionnels. Puis on a gardé la même recette de fabrication des manteaux qu'on exprime aujourd'hui dans une nouvelle marque qui s'appelle Quartzco. Donc, Quartzco, aujourd'hui, c'est 100 employés basés à Montréal, principalement, dans notre usine. On a 80 personnes à Montréal et on a 20 personnes à Victoriaville. On vient d'ouvrir un nouveau magasin dans le Myland, sur la rue de Gaspé. Ça fait 3 semaines. On fait du e-com aussi. Et puis, on vend dans 20 pays à travers le monde, principalement en France, en Allemagne, en Norvège, Russie. Et on a un très bon partenaire aussi au Japon. Et la vision depuis le départ, c'est vraiment de prendre un produit canadien haut de gamme et de profiter du fait qu'on soit crédible au Canada pour fabriquer des manteaux, pour exporter ce produit-là. Puis jusqu'à présent, on a quelques succès. Ça fait peut-être 4 ans qu'on exporte un petit peu plus activement. Et puis, on vend dans des détaillants haut de gamme un peu partout à travers le monde. Et puis, on poursuit. Génial. Donc, on voit que à travers les décennies, les entreprises en mode se sont intégrées verticalement. Donc, vous êtes des détaillants, mais bien sûr, des fabricants, des artistes, des créateurs, des wholesalers, faites de la vente en gros aussi. Donc, David peut peut-être expliquer aussi ce que tu fais chez Anne-Marie Chagnon, des beaux bijoux à travers le monde. Oui, donc l'entreprise Anne-Marie Chagnon, c'est la création de ma sœur qui fait des bijoux depuis 25 ans maintenant. On fabrique l'entièreté des bijoux à Montréal à partir de l'étain qu'on coule. Donc, on est complètement intégré verticalement. On a aussi dans notre atelier un point de vente, une boutique d'atelier. On est une quarantaine de personnes. En fait, en période pré-COVID, on est quarantaine. Là, on est en redirection pour se rendre là de nouveau. On est une marque indépendante de bijoux. Donc, on se fie beaucoup à des détaillants indépendants. On en a 500 comme ça qui revendent le produit, essentiellement au Canada, aux États-Unis, mais aussi en Russie, au Japon, en France, donc en Australie, en Angleterre. On souhaite continuer cette progression-là à l'international, garder notre modèle d'affaires de fabrication locale et, bien sûr, prendre le virage numérique qui devient de plus en plus important, surtout avec la crise sanitaire qui a complètement bouleversé l'écosystème des détaillants indépendants. Vous avez touché différents points de développement d'entreprise. On va les aborder un peu séparément. Je commencerai par le modèle. Bon, on parle d'exportation. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur avec un designer, avec une équipe, qu'est-ce qui fait que vous décidez de développer des marchés à l'international? Est-ce que donc vous avez tous les deux démarré à Montréal? Qu'est-ce qui fait qu'après vous allez à l'international et comment vous faites pour choisir les pays où vous voulez démarrer votre exportation? Bien, dans notre cas, c'est quand même facile et limité parce qu'on est quand même dirigé directement vers des pays où il fait froid, bien sûr, parce qu'on fait des manteaux qui sont quand même assez chauds. Et donc, on est allé assez directement en France, puis en Allemagne, puis en Scandinavie, parce qu'on considère que c'est un marché qui sait reconnaître le savoir-faire canadien, où on a vu peut-être des compétiteurs bien réussir aussi avant nous. Et on sait qu'il y a une certaine demande et un bon fit avec notre produit. Puis, donc, il y a déjà des marques très bien établies en Europe, justement, de manteaux d'hiver. On connaît les Alpes, on connaît les pays nordiques qui sont assez forts en design, entre autres. Très fort. Comment on fait pour se démarquer, justement, dans ces pays-là qui sont déjà assez saturés de vêtements et de produits de mode haut de gamme? Bien, c'est une bonne question. C'est un défi qu'on a à chaque année, puis on essaye à chaque année de creuser cette différence et de designer des collections qui
qui nous sépare du reste. De notre côté, c'est sûr que le côté fabriqué au Canada est très important dans les manteaux parce que dans les produits de luxe, souvent, il y a certains produits qui sont associés avec certaines régions. On peut penser à la maroquinerie qui vient d'Italie ou de France, je ne sais pas, la laine d'Écosse, tout ça. Le manteau d'hiver, puis les produits d'hiver, habituellement, mais c'est très associé avec le Canada. Donc, on a tout de suite une bonne crédibilité qui nous permet déjà d'avoir un siège à table. Peut-être un anglicisme, mais déjà qui nous ouvre des portes. Après, il faut les convaincre et puis il faut se différencier par nos designs, même aussi par les opérations, très important à l'international, de savoir livrer à temps, d'être fiable malgré qu'on soit loin. Mais le fait pour nous d'être fabriqué au Canada, déjà, nous ouvre des portes. C'est encore plus vrai dans des pays comme le Japon, où tout ce qui est original, par exemple, tout le jean made in USA, c'est super important. Mais de la même manière, le manteau fabriqué au Canada, c'est bien vu directement. Très bien. Anne-Marie Chagnon, comment vous avez fait? Comment vous avez débuté? Ça fait combien de temps que vous êtes à l'international? Puis comment vous avez choisi les premiers marchés? Ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'Anne-Marie a commencé à vendre à l'extérieur. Je dirais la même chose que le plus important pour une petite marque comme la nôtre, c'est le produit. Donc, le fait que le produit, les bijoux Anne-Marie Chagnon se distinguent, le fait que quand des agents ou des intermédiaires de l'extérieur ou nous, quand on était dans les salons internationaux, on présentait les produits, puis les gens disaient « Mon Dieu, j'ai jamais vu ça, c'est nouveau, enfin quelque chose de nouveau », ça nous donnait une porte d'entrée. Parce que bien sûr, on n'a pas le capital pour concurrencer des grandes marques. Dans le bijou, il y a les Swarovski, Pandora, Tiffany, et ainsi de suite. Donc, il y a des grands groupes, il y a une multitude de petits groupes et d'individus qui font des magnifiques bijoux. Donc, c'est vraiment très dense. La seule façon de se distinguer et d'avoir une place à l'international, pour nous, c'était de favoriser des produits qui se distinguaient. Après, c'est pas suffisant. On n'a pas la chance de faire un produit aussi typé canadien, grand froid puis tout ça. On a joué sur le fait que Montréal est une ville de design, mais bien sûr, on n'est pas New York ou Paris ou Tokyo. Une association qui nous a beaucoup aidés, c'est l'association avec le Cirque du Soleil. Donc, pendant 10 années, Anne-Marie faisait une collection exclusive de bijoux pour le Cirque du Soleil qui se retrouvait à être vendue partout dans le monde sous le nom d'Anne-Marie Chagnon. Donc, ça l'a beaucoup aidé parce que les gens qui nous représentaient étaient capables de dire, ben ça, c'est Anne-Marie Chagnon, ben ça, c'est la même créativité que le Cirque du Soleil. Vous connaissez le Cirque du Soleil? Fait que ça fonctionnait, ça donnait une porte d'entrée. Donc, des partenariats comme ça, là, avec des marques plus reconnues, pour nous, ça a été très, très utile. Ça introduit une autre thématique dans tout le système, le processus opérationnel, c'est toutes les associations et les partenariats et les collaborations et avec qui tu t'associes ou avec qui tu travailles justement des différents intervenants pour développer des marchés. Est-ce que, par exemple, en Europe, c'est différent qu'en Asie? Est-ce que la façon avec qui travailler, la façon de travailler est différente? Est-ce que toi, David, tu vois une différence quand tu entres dans des différents pays? Oui, effectivement. Dans chaque pays, il y a eu une méthode différente. Donc, il y a des aspects culturels, des aspects commerciaux. Et là-dessus, je prends l'exemple du Japon. On a fait beaucoup affaire avec les gens de l'ambassade canadienne, les gens de la délégation du Québec à Tokyo. Ces gens-là nous ont beaucoup aidés dans nos relations avec un distributeur. En fait, nous ont mis en relation. Ensuite, il y avait tout l'aspect culturel, comment on échange, beaucoup de conseils pertinents. Il faut être avec beaucoup de transparence et ainsi de suite. Puis ça nous a permis de conclure une entente avec un distributeur local qui existe encore maintenant là, depuis 10 ans. Donc, en Russie, c'était tout un autre monde. Encore une fois, une mission commerciale avec l'État québécois, des contacts là-bas. Aussi, une autre façon de faire. Il faut être flexible sur le plan. Il faut être prudent aussi, être payé à l'avance, et ainsi de suite. Donc, tandis qu'on peut avoir une grande confiance. Ça se passe très bien avec le Japon. On n'a jamais eu d'enjeu. On n'a pas eu d'enjeu avec la Russie non plus. Mais il y avait donc ce écosystème-là de conseils qui est le réseau des ambassades canadiennes, le réseau des délégations du Québec, les associations sectorielles,
tout ça est très, très utile pour une petite entreprise comme la nôtre quand c'est le temps de développer un marché international. Je pense, là, j'ai nommé 2 pays loin, mais aux États-Unis, il y a plusieurs délégations du Québec. Ces délégations-là sont très, très utiles pour trouver des représentants. Notre dernier représentant de New York est une recommandation à la fois de la grappe industrielle et de la délégation là-bas d'une personne très dynamique. Donc, pour nous, ça, c'est un must. Jean-Philippe, chez Quartz. Je suis aussi d'accord avec toi. Puis l'histoire avec le Cirque du Soleil, je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est une super bonne idée. Donc, il faut s'accrocher aux repères que des gens connaissent à l'international. Puis, comme tu dis, Cirque du Soleil, c'est excellent. Mais je suis aussi d'accord avec le fait qu'il faut utiliser des ressources des ambassades, des délégations. Chez nous, ça a été essentiel. Puis surtout dans des pays où on revient souvent au Japon, mais où c'est comme plus difficile culturellement d'entrer où tu rentres, puis tu sais pas vraiment comment ça doit se passer. Moi, je me rappelle, au Japon, je débarque dans une salle, il y avait 7 personnes devant nous, et puis j'étais accompagné, merci, de la déléguée commerciale là-bas, qui est une Japonaise, qui a travaillé aussi au Canada, mais qui m'a vraiment aidé à décoder, puis à donner aussi une crédibilité. Tu sais, si tu es endossé par l'ambassade du Canada, bien déjà, ça ouvre des portes aussi. Puis finalement, on a signé avec ce distributeur-là, puis on vient de re-signer pour un contrat de 5 ans. Donc, c'est des super bonnes ressources. Il y a des bonnes ressources à Montréal aussi, avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Affaires mondiales Canada, avec leur fameux programme CanExport qui permet de donner juste la petite aide pour nous permettre d'aller se déplacer ou de faire une mission, d'investir dans du matériel promotionnel. C'est comme la petite aide dont on a besoin parfois pour vraiment emboîter le pas. Là, c'est un petit peu plus difficile de voyager en ce moment. Donc, pour développer, ça va être un défi un petit peu plus important, mais très bonne ressource. Puis sinon, pour revenir à ta question, Debbie, il y a deux modèles principaux. Le premier, de travailler avec un distributeur qui, en fait, va être quelqu'un qui importe ton produit, le revend, peut-être ouvre des boutiques avec ses propres fonds et qui opère éventuellement un e-com dans le pays. Et le deuxième modèle, c'est un modèle d'agent où tu es un représentant des ventes, mais au final, c'est toi qui shippes directement au client, c'est toi qui prends le risque de crédit. Et puis, les 2 modèles ont des plus et des moins. Le distributeur, c'est un petit peu plus... peut-être que tu es capable de ratisser plus large puis de prendre moins de risques. La marge est moins élevée. Tandis que du côté agent, tu obtiens une meilleure marge, mais ton risque est plus élevé. Et par contre, il y a des ressources comme Export Développement Canada qui permettent des aides aussi pour développer directement et puis assurer les comptes, tout ça. Mais nous, on a un peu des deux aujourd'hui. Plusieurs des gens de la relève ou qui commencent à l'exportation hésitent de travailler avec un agent ou un distributeur parce qu'ils disent « je perds beaucoup de ma marge ». Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire par rapport au fait de cette garantie-là ou cette sécurité-là ou cette aide-là des gens qui sont sur le terrain? Est-ce que vous iriez seul dans des marchés étrangers développer vous-même des relations avec des détaillants? Bien, je pense que on peut cibler par pays. Donc, il ne faut pas commencer à faire tous les pays, mais les marchés où c'est possible, pourquoi pas. Mais avant tout, je pense que la première étape, la première question à se poser, c'est, premièrement, est-ce que mon produit fit avec le marché, mais est-ce que j'ai assez de marge dans mon produit pour pouvoir vendre dans la devise locale et que tout le monde fasse une certaine marge? Est-ce que le modèle économique fonctionne réellement? Ça peut répondre à ta question. Est-ce que j'ai de la place pour un distributeur? Nous, je sais, par exemple, que avant le traité de libre-échange avec l'Europe, parce que tout ce qui est fabriqué au Canada, pas tout, là, mais beaucoup de produits, il n'y a plus de droits de douane quand tu exportes en Europe. Puis pour nous, ça a mis 12 à 13 de marge de plus qu'on pouvait redistribuer. Donc, tout d'un coup, notre modèle, il fonctionnait mieux d'une certaine manière avec des distributeurs ou des agents. Donc, il faut juste s'assurer que le modèle économique fonctionne, puis il faut s'assurer que ton prix ne sera pas trop élevé dans le pays où tu t'en vas, puis que ça marche pour tout le monde.
En parlant de prix, c'est quoi vos stratégies de prix? Comment on fixe des prix? Parce que je pense que c'est un des éléments qui est le plus difficile quand on commence à l'exportation, c'est de dire comment on identifie, comment on fixe les prix dans les différents marchés. Est-ce que vous avez une stratégie spécifique? Est-ce que vous avez un truc à donner? Bien, notre stratégie de prix, nous, est toujours, on regarde nos coûts d'une part, puis on regarde le marché d'autre part. On regarde aussi la structure du marché. Les marges, exemple aux États-Unis, vont être plus élevées pour le détaillant qu'au Canada, règle générale. Donc, le prix de détail va être plus élevé par rapport à un même prix de gros. Puis la situation est encore plus, en Europe, c'est encore plus élevé. On dirait que leurs loyers sont, donc, les loyers, main-d'œuvre. Oui, les frais d'employés, tout ça, oui, exactement. Ouais, donc, donc, le prix, puis maintenant, avec les plateformes Internet, il faut respecter le prix de chaque pays. Donc, ça fait une situation un peu spéciale où nos prix en euros vont être légèrement plus chers que nos prix aux États-Unis puis que nos prix canadiens. Puis, c'est un peu inévitable parce que si on avait eu tous les mêmes prix sur un même plancher, bien, au moment où le dollar a perdu environ 30 il aurait fallu tout d'un coup élever nos prix canadiens. Donc, mais essentiellement, c'est les coûts, puis après, s'assurer d'être compétitif. OK. Puis, vous parliez de plateformes numériques de vente transactionnelle. Vous avez chacun votre site transactionnel direct. Est-ce que vous avez des produits qui sont distribués et qui sont vendus sur d'autres plateformes aux consommateurs? Et est-ce que vous faites affaire avec des plateformes de B2B, donc qui sont vendues vers des détaillants qu'eux peuvent acheter pour leur boutique, par exemple? Est-ce que peut-être, David, tu veux te prononcer là-dessus? Oui, bien, d'une part, donc, on a les bijoux de Marie-Chagnon sur notre propre plateforme, parfait. Ensuite, on vend sur des plateformes tierces. Exemple, la fabrique 1840 de Simons, qui est très, très utile pour nous parce qu'ils ont une très, très grande liste de diffusion. Ça nous fait connaître auprès d'un nouveau public. Des joueurs plus petits comme Signé Local, mais qui sont très dynamiques aussi. Donc, on essaie d'avoir des plateformes tierces comme ça parce qu'on se rend compte que même si on a la perception qu'Internet, c'est accessible de partout, la réalité, c'est que les gens vont dans certains endroits, puis c'est comme finalement un centre d'achat géant avec des gros joueurs, on va dire Amazon et autres gros joueurs qui vont accaparer beaucoup de trafic. Puis nous, on est dans les petites allées, les détaillants, les fabricants indépendants. Et donc, il faut aller chercher de la visibilité dans ces plateformes-là. Puis ça, c'est un mandat qu'on se donne présentement à aller chercher. L'autre chose qu'on veut faire, c'est prendre avantage de la technologie pour permettre de faire un programme dropship avec nos détaillants. Donc, de permettre aux détaillants qui ont leur propre boutique Internet de présenter davantage de nos produits sans qu'ils soient obligés de les acheter, que nous, on les livre directement aux clients, puis que ça permet donc à ces gens-là de vendre des produits sans être obligés de les acheter, donc sans courir le risque d'avoir un inventaire important. Puis, ça nous permet à nous de présenter nos produits à leurs détaillants. Et souvent, les consommateurs aiment ça, avoir quelqu'un de local pour que s'il y a un problème, s'ils veulent faire un échange, il y ait une place où il y a un excellent service. Donc, on veut prendre avantage de ça en faisant un programme de dropship avec nos détaillants. Chez Quartz, au niveau des plateformes, vous êtes... Bien, pour nous aussi, donc, on fait du e-com comme à peu près toutes les marques, mais c'est sûr que nos partenaires en ligne sont hyper importants. On en a des excellents au Canada, genre Altitude Sport, même Simons, qui vend très bien. C'est des partenaires qui sont extrêmement importants pour nous. Puis même si on fait du détail, bien, le wholesale, ça fait partie de notre ADN aussi chez Quartz. Puis c'est la même chose dans chacun des pays. Donc, ça, c'est ce qui est pour des plateformes directes. Après, si on parle de l'international, bien, c'est sûr que là, ça se complexifie un petit peu. Par exemple, aux États-Unis, ben, on a un site aux États-Unis, mais on a un stock qui est dans un entrepôt de l'autre bord de la frontière pour des questions de facilité logistique, parce que les gens s'attendent à recevoir leurs produits très rapidement, puis de ne pas payer c'est fini le temps où tu reçois comme ta livraison, puis tu signes, puis tu as une facture de 100$ à payer. Là, dans l'expérience consommateur, c'est vraiment pas agréable. Et puis, on regarde un petit peu l'Europe aussi, où apparemment, il y a des bonnes opportunités sur le e-com. Mais aujourd'hui, bien, il y a des partenaires qui existent pour tout ce qui est logistique avec les 3PL. Donc, il y a moyen d'outsourcer une partie des opérations. Puis, l'autre volet de ta question, je pense, c'est toutes les plateformes B2B.
Donc, nous, on vend beaucoup en wholesale, puis d'habitude, on fait des salons un peu partout à travers le monde. Là. L'an passé, on en a fait, je sais pas, 8-9, je pense. Puis cette année, on tombe à 0. Puis, apparemment, des salons ont lieu, mais nous, on a décidé de se retirer pour l'instant parce qu'on pense qu'il n'y aura personne de toute façon. Puis c'est quand même c'est du temps, c'est quand même coûteux aussi, les setups. Et on est en train d'implanter une plateforme qui permet de faire des présentations virtuelles à nos clients. Puis ça s'en venait beaucoup là, avant la pandémie. Il y a déjà des applications qui étaient développées, mais là, j'ai l'impression que ces gens-là prennent énormément d'accélération cette année. Donc, en gros, c'est une plateforme c'est l'équivalent comme d'un B2B e-com qui permet de présenter les produits, de peut-être voir plusieurs vues sur le même produit, voir toutes les couleurs, de faire une sélection. Tu sais, comme les gens sont habitués de consommer aujourd'hui. Après ça, est-ce que ça va remplacer 100% le contact humain? Je pense pas. Surtout pour le développement. Peut-être avec tes clients habituels, une fois que la relation est faite, c'est plus facile. Mais pour le développement, je pense que il y a peut-être une limite par rapport à ça. Mais on l'installe en ce moment, donc on va avoir plus de feedback dans quelques mois. Fait que tu as introduit tout l'aspect, pendant des décennies, les foires commerciales étaient vraiment un moyen très efficace de rencontrer, de développer des relations avec des nouveaux clients, de maintenir une relation avec des clients existants. Même avant la COVID, les foires commerciales étaient un peu en baisse ou en réinvention, essayaient de revoir leur modèle d'affaires. La Grappema a fait, par exemple, des foires commerciales avec vous, avec différents partenaires. La COVID a fait que, on peut plus voyager. Comment vous entrevoyez la prochaine année dans tu as un peu mentionné avec l'introduction de plateformes web pour développer des relations. Comment vous voyez la prochaine année dans vos développements des affaires? Puis peut-être introduire aussi en même temps, c'est quoi les critères de succès? On en parlait, David, des critères de succès pour réussir à l'exportation et comment vous voyez la prochaine année avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment? C'est une grosse question, hein, mais c'est tout beaucoup d'incertitudes dans l'industrie de la mode, ça, c'est sûr. Bien, le premier volet, là, donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter à la crise sanitaire? Là? Ça, ça passe par un virage numérique. Puis, les salons, donc, de gros sont en train de s'adapter. Il y avait New York Now, un salon qui, normalement, a lieu à New York, qui a été transformé en salon virtuel. On y a participé. Pour l'instant, on est encore à en tirer des conclusions parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais ces organisations-là, donc du jour au lendemain, doivent se transformer en faisant une nouvelle plateforme, en essayant d'attirer les gens. C'est pas gagné d'avance. Surtout que on sait même pas si le modèle va se poursuivre une fois que les salons vont réouvrir. Fait qu'il y a ça. On a les salons de vente au détail aussi qui nous aidaient à faire de l'exportation ou à faire rayonner notre marque. Je pense au One of a Kind à Chicago, mais aussi des salons à Ottawa, à Toronto, même les salons au Québec là, qui sont annulés par le Conseil des métiers d'art. Donc, à la fois, pour ces salons-là aussi, un nouveau volet numérique, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner. On se croise les doigts pour que le public soit au rendez-vous puis qu'il y ait cette notion-là d'aller chercher. Fait que, essentiellement, donc, virage numérique avec tout ce que ça implique. Pour entrer en contact avec nos détaillants, ce qu'on veut faire, c'est des genres de webinaires, là, où tout le monde participe à des webinaires. Et donc, on veut faire un webinaire, présenter notre marque à tout le monde qui voudra bien, qui pourra bien s'inscrire. Et donc, on se dit, bon, mais ça va être encore plus efficace pour les détaillants. Ils n'auront même pas besoin de se déplacer. Un webinaire dans une langue va pouvoir couvrir l'entièreté d'un territoire, exemple américain et canadien. Fait que ça, c'est une chose. Maintenant, les facteurs critiques de succès, j'ai parlé un peu tantôt de travailler en partenariat avec les associations. J'y crois. On a parlé aussi des subventions, très important. Tous les paliers de gouvernement ou presque ont de l'aide disponible pour aider à l'exportation. Donc, il faut aller chercher cette aide-là. Ça permet de partager le risque. Puis la troisième chose que je dirais reliée à l'interne, c'est l'agilité. Les marchés changent, les modes, les tendances changent. Puis là, parfois, il y a des bouleversements comme ce qu'on est en train de vivre. Mais donc, l'agilité, je pense que c'est un des facteurs critiques de succès. Jean-Philippe? Oui, bien, c'est sûr que ça va être une année un petit peu plus compliquée. Je pense que le défi principal, ça va être de se faire connaître avant la saison de vente, dans le sens où
des fois, dans les salons, c'est l'occasion pour des acheteurs de découvrir la marque. Et puis là, il n'y aura pas cette opportunité-là. J'ai hâte de voir aussi, c'est vrai que les salons se réinventent électroniquement. Nous, on n'a pas participé encore, mais j'ai hâte de voir. Mais ça veut dire qu'il va falloir peut-être avoir un petit peu plus d'initiative pour faire connaître notre marque autrement, peut-être avec nos propres canaux, peut-être avec des collaborations avec d'autres marques, peut-être avec des... Il y a plein de pistes de solutions, mais c'est vraiment ça qui va être le plus grand défi, je pense, cette année. Puis qu'est-ce qui vous empêche de dormir ces jours-ci? Ben, À part les jumeaux, là. À part les non, mais c'est sûr qu'on se pose des questions sur les prochains mois, sur le trafic en magasin, parce qu'on a, comme j'ai dit, on a beaucoup de clients wholesale, donc on espère que le public va être au rendez-vous en magasin sur des périodes aussi où les ventes se font beaucoup à la fin du mois de novembre, en préparation à Noël, donc avec les mesures sanitaires mises en place, je pense que ça va être un petit défi. Puis comme marque ou même comme détaillant, on se fie tous à cette période-là qui est super importante. Donc, point d'interrogation. Puis après, la question, c'est est-ce que notre catégorie va performer? Donc, ce qu'on voit dans la COVID, c'est des grands gagnants puis des grands perdants. Donc, ceux qui vendent des vélos puis les restaurants, pour illustrer un peu l'écart. Puis après ça, il y a plusieurs catégories entre les deux, mais on se croise les doigts pour que notre catégorie soit une catégorie qui performe bien pendant la COVID. J'ai espoir, mais on attend de voir. On espère qu'il va faire froid. On en profite pour dire à tout le monde d'acheter les cadeaux de Noël en avance, parce qu'avec tous les enjeux de livraison, donc commencer à magasiner les manteaux d'hiver, ça fait un beau cadeau. Et les bijoux, c'est facile à offrir. Donc, on y va. David, par rapport à ce qui t'empêche de dormir? Là, présentement, c'est le fait que la crise met en péril beaucoup de nos détaillants. Puis les détaillants indépendants sont comme le revers des marques indépendantes. On travaille ensemble. Ces gens-là peuvent se distinguer des grands ensembles en ayant des produits distinctifs. Puis nous, on peut se faire connaître de notre public en ayant des ambassadeurs qui font la promotion de marques indépendantes. Puis là, ces gens-là avaient déjà une vague importante de commerce électronique. Puis là, avec la COVID puis les fermetures, c'est très inquiétant parce que on dépend d'eux pour notre rayonnement quand la crise va s'estomper. Puis, nous, on n'a pas récupéré l'entièreté de notre équipe. Donc, j'ai très hâte que les affaires reviennent à 100% pour qu'on puisse récupérer ces gens-là avec qui on travaillait au jour le jour puis qui détiennent notre expertise. Dans le fond, c'est une expertise collective. Puis donc, ça, c'est les deux choses qui m'empêchent de dormir. L'industrie de la mode a été frappée fort et plein d'autres industries là, par le bloc ferroviaire au début de l'année. Après ça, la COVID. Après ça, la grève au port de Montréal. Est-ce que ça vous a affecté? Puis dans dans la réception de votre approvisionnement, par exemple, ou de vos produits finis, mais vous fabriquez ici, donc c'est peut-être moins votre cas. Puis donc, la COVID a affecté peut-être votre façon de faire des affaires. Puis aussi, comment vous dealez avec les incertitudes de vous faire payer peut-être par des partenaires, par de vos clients qui sont à l'international? Est-ce que vous sentez l'incertitude? Est-ce que vous avez pris des mesures différentes pour vous protéger justement de ces incertitudes d'être payé peut-être dans le futur? Bien, nous c'est sûr qu'on a resserré le crédit de manière assez importante cette saison-ci. Malheureusement, il y a plusieurs compagnies d'assurance qui ont simplement refusé d'assurer, même les bons comptes, là, c'est dommage, mais qui ont tellement perdu. Il y a beaucoup de compagnies qui ont fait faillite et puis ils ont eu des lourdes pertes, je pense, dans les derniers mois. Donc, ça a été plus difficile. Donc, on a resserré un petit peu les termes de crédit. On a négocié avec chacun de nos clients pour, c'est sûr, avoir plus de prépaiement, peut-être en échange d'un rabais ou de meilleures conditions. Puis, pareil ici et à l'international. Et puis, cette année, c'est une année où si tu n'as pas les conditions pour shipper, tu dis non. Les années d'avant, des fois, pour développer, tu ouvres la porte un petit peu plus, c'est plus flexible. Mais cette année, tu dis non, puis tu dis, je ne peux pas prendre de risques. Nous, on a eu, des faillites dans les derniers mois de plusieurs de nos clients. Heureusement, on s'en est pas trop mal tiré, à part aux États-Unis où ça a été un petit peu plus difficile. Mais
faut essayer de clients et des fournisseurs aussi? Du côté des fournisseurs, pour nous, on a été bloqué aussi avec un approvisionnement de tissus en début d'année. Ouais. Mais non, je pense à nos amis détaillants qui recevaient toute leur production d'Asie au début de l'année. Là, ça a été vraiment une année tough pour eux. Chez vous, David? Non, enfin, la crise ferroviaire, ça, on n'a pas été affecté parce qu'on a, dans notre modèle, la fabrication, nos coûts, c'est 80% la main-d'œuvre. Puis, on a quelques findings qui viennent de l'extérieur, mais sinon, on fabrique nos pièces. Donc, ça ne nous a pas affecté. Donc, non, on n'est pas si pire. En ce qui concerne le crédit, ça me revient, il a fallu le resserrer. Toutes les boutiques qui étaient fermées ou qui étaient en voie d'ouvrir, et à l'international, on a dû réduire le crédit, en fait. Dans votre expérience d'exportation, est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites ou des mauvais chemins que vous avez pris que aujourd'hui, vous dites, ça sera un bon conseil à donner aux gens qui nous écoutent pour éviter 1 an, 2 ans, même peut-être une faillite? Ou non, ou peut-être pas. Pour ma part, je pense que c'est quand même de prendre le temps de choisir le bon partenaire. Soit en distribution ou en agence, parce qu'une fois que ça ne marche plus, c'est quand même difficile d'opérer ce changement-là. Donc, quand tu commences, puis il y a quelqu'un qui te dit oui, tu as le goût d'y aller, puis de signer, puis let's go. Puis nous, parfois, on a été un petit peu trop rapide, et puis ensuite, tu es obligé de faire des changements peut-être 1 an, 2 ans plus tard, puis c'est vraiment des années que tu ne revois pas. Là. Donc peut-être vraiment prendre le temps de faire bonne vérification, et puis d'accepter d'être un petit peu retardé dans son développement, mais d'être sûr d'avoir les bons partenaires quand même. Parce que comment on choisit des partenaires? Est-ce que... comment on choisit des partenaires? C'est une bonne question. C'est des recommandations. Des recommandations, c'est peut-être le portfolio de marque de ces partenaires-là. C'est demander des vérifications financières assez importantes. Quand tu signes avec un distributeur, surtout, c'est un contrat quand même assez important puis assez engageant. Donc, tu veux quelqu'un qui soit solide financièrement. Donc, tu peux réclamer des états financiers. Tu peux réclamer Tu peux poser des questions un petit peu plus profondes pour t'assurer d'avoir un bon partenaire, parce qu'après, tu es comme pogné avec. Tu parlais justement de partenaires tantôt, puis de bien t'entourer quand tu développes un marché. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut éviter ou il faut faire attention dans ce processus-là? Nous, les choses qui nous ont coûté le plus cher, là, c'est aller dans un pays sans encore avoir de partenaire. Donc, je renchérirais là-dessus. L'importance de bien choisir les partenaires, trouver des références sur eux, bien sûr, voir si leurs marques sont là depuis longtemps, si leurs marques sont présentes sur le marché. On peut y aller de façon humaine avec des gens qui les connaîtraient, ou même en faisant une recherche attentive. On n'a plus besoin vraiment de se déplacer. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve en ligne. Donc, ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose qu'on a vue, c'est que si on allait quelque part, puis on se disait, OK, on va voir du monde, bien sûr, on voit les gens, exemple en salon, qui vont passer devant le kiosque, puis ils vont voir. Mais ça, c'est marginal. Ça fonctionne beaucoup par invitation. Il faut que les gens aient un certain buzz pour qu'ils décident de venir. Fait que si tu veux t'implanter quelque part, puis tu investis quand même beaucoup d'argent pour aller quelque part, puis il n'y a pas personne qui a pu faire les invitations, ça, pour nous, en tout cas, ça n'a pas été rentable. Très bien. On pourrait prendre quelques questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les transmettre par écrit. Sinon, moi, j'ai plein d'autres questions. Alors, on peut continuer. Dans votre cheminement, vous avez tous des bagages très différents. Vous avez travaillé dans différents types d'entreprises, de grosseurs d'entreprises. Qu'est-ce que vous pensez qui seraient des éléments de votre parcours qui fait que vous étiez bien préparé pour être entrepreneur dans la mode, bien sûr, être détaillant, puis aussi de développer des marchés comme l'exportation qui peut être très risqué, puis aventureux, puis donc ambitieux. Quels éléments de votre personnalité ou de bagage que vous avez accumulé durant les années qui fait que vous étiez plus préparé à ce genre de... Dans mon parcours, en tout cas, c'est
l'ouverture sur le monde. Donc, non seulement j'avais travaillé dans des entreprises qui exportaient ou qui étaient déjà, chez Bombardier, on s'entend, c'est un siège social à Montréal avec des gens d'un peu partout dans le monde. Donc, il y a une collaboration avec des gens d'un peu partout. Mais avoir voyagé, avoir exploré le monde, avoir fait des projets à l'extérieur, je pense que ça m'a donné le goût puis une certaine ouverture pour établir des contacts fructueux avec les gens de l'extérieur. Toi, Jean-Philippe? Oui, bien, un peu comme David, je pense que c'est important. Moi, j'ai travaillé en Europe, j'ai étudié un petit peu en Europe aussi, j'ai habité en Argentine, je suis allé en Asie. Il faut vouloir explorer, il faut avoir un petit peu l'esprit de l'aventure et puis il faut être un petit peu habitué il ne faut pas avoir peur de voyager, en fait. Puis même quand la relation est engagée, il faut aller les voir quand même souvent. Là, c'est plus difficile en ce moment, donc on va essayer de trouver des alternatives. C'est plus dur, mais même quand on explore un nouveau pays, moi, ce que j'aime faire, c'est j'aime aller marcher beaucoup dans la ville, essayer de comprendre le vrai portrait des types de détaillants, quels produits sont représentés, essayer de comprendre un peu qui sont les clients, tout ça, et aller le voir de ses yeux vus, c'est super important. Donc, je pense que c'est cette espèce de curiosité-là, puis aussi cette certaine humilité à s'adapter à chacune des cultures, tu sais, où tu acceptes comment se font des affaires dans chacun des pays, très différents. Et comme tu dis, je pense une certaine ouverture à collaborer finalement. Parler tout à l'heure d'être bien entouré, puis en même temps, ça touche l'humilité. En tant qu'entrepreneur, on veut contrôler toutes les parties des fois de l'entreprise. Il faut être bien entouré aussi au niveau de nos employés. Donc, est-ce que vous avez un département d'exportation? Est-ce que ça fait partie du département des ventes? Est-ce que vous sous-traitez cette section-là? Comment vous vous organisez à l'intérieur de votre entreprise pour développer les marchés? Chez nous, Chez nous, oui, ça passe pour le développement, ça passe par les ventes, mais une fois que le distributeur est en place, c'est vraiment lui notre partenaire. Ce n'est pas notre employé, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui on travaille de près. Ce qui est vraiment important, c'est le département logistique, pour moi, pour s'assurer que les opérations vont bien avec l'international. Il y a des lois différentes dans chaque pays, les douanes, les permis de duvet, de je ne sais pas quoi. Et un facteur critique de succès, c'est de livrer à temps, c'est d'être fiable à ce niveau-là aussi, parce qu'une fois que la vente est faite, il y a toute la machine derrière. Donc, pour moi, le plus important dans notre organisation, c'est vraiment ça pour l'international. La logistique. Oui, tout à fait. En fait, nous, la recherche des partenaires va se faire par le département des ventes, mais ensuite, c'est la qualité du service qu'on va leur donner qui va faire la différence entre un succès ou non. Parce que c'est eux qui sont en charge. Donc, effectivement, c'est ça qui compte le plus. Être capable de livrer, être capable de donner le service quand il y a des quoi que ce soit qu'il faut ajouter, changer, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est très important. Puis, en ce qui concerne l'équipe, on a parlé d'ouverture tantôt, mais là, ça fait partie de l'équipe. Flexibilité, engagement, efficacité, puis une diversité aussi, je dirais, d'avoir des gens de différents profils. C'est très utile pour développer le marché international puis pour être innovateur comme équipe. Donc, c'est ça qu'on recherche, nous, à l'interne, d'avoir cette certaine diversité-là. Anne-Marie, quand elle a commencé, c'était beaucoup une gang de filles de même âge. Puis là, maintenant, on a une diversité en termes d'origine, de sexe, d'âge. C'est très fécond, je pense. Puis, le mot qui est vraiment à la mode en ce moment, c'est l'innovation, par exemple. Donc, on dit comment on innove à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Chez Quartz, par exemple, vous étiez dans les premiers à lancer, d'avoir le matériau isolant à l'asclépiade, qui est une mauvaise herbe québécoise, qu'on peut dire. Donc, vous avez été... Ça aussi, ça a donné une notoriété sur le marché. Il y a eu beaucoup de couverture médiatique par rapport à ça. Comment on innove dans le monde qui est vraiment international avec une compétition hyper féroce? Bien, pour nous, aujourd'hui, c'est comme tu as dit, on a été les premiers à lancer un manteau en asclépiade. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que toute la chaîne d'approvisionnement s'est effondrée véritablement. Donc, c'est dommage. Mais pour nous, c'est vraiment le point d'innovation, en tout cas pour les produits, pour le futur, c'est vraiment l'éco-responsabilité. On est une compagnie assez jeune et puis je pense qu'on se décrit comme la nouvelle vague de manufacturiers canadiens. Et donc,
là, on introduit des matériaux qui sont faits à partir de bouteilles de plastique, mais qui performent très bien techniquement. L'an prochain, on en prépare beaucoup encore. Donc, pour nous, l'innovation, ça passe vraiment par ce côté-là. C'est ce qui est attendu de nous. Donc, c'est le point clé. Très bien. Dans les bijoux, ça veut dire quoi, innovation? Ça veut dire trouver des façons de se distinguer, trouver des façons de s'adapter aux conditions du marché. Puis, c'est très intéressant. Nous aussi, on a cette dualité-là. On est dans un environnement, donc la mode, où il y a tout un enjeu avec le fast fashion, avec son impact sur la planète, sur l'utilisation des ressources. Puis le fait qu'on a un modèle de fabrication en juste à temps, où on fabrique un produit avec un fort contenu culturel qui se veut durable, qu'on répare après 20 ans, pour nous, ça a une grande valeur. Puis on essaie de présenter ça comme tel au public, comme choix non seulement esthétique, mais aussi comme un choix de valeur. C'est nouveau pour nous. On a justement une question. Vous voulez que je la pose? D'accord. Donc, bonjour, Debbie, messieurs. Merci pour cette conférence. Quels sont les intervalles raisonnables et profitables des marges bénéficiaires pour un agent ou pour un distributeur à l'international? Merci à l'avance. C'est André Lafont qui demande ça. Merci, André. Bien, moi, rapidement, un agent, c'est entre 10 et 15 à peu près à l'international. Et puis un distributeur, c'est entre 28 et 35 Oui, dans le bijou, c'est 15 pour les agents, règle générale. Puis un distributeur, ça va être autour de 30. 30 30 à plus. On a une autre question de Damien Lamoureux. Bonjour, merci pour toutes ces informations. Y a-t-il des outils, des solutions numériques autour de la mode que vous jugez innovants en cette période de renouvelle de confinement? Réalité augmentée, live stream, prise de morphologie via application, livraison un jour et autre. Vraiment une bonne question. Il nous reste 6 secondes. C'est une grosse question. Oui, c'est une grosse question. Ouais, il y a beaucoup d'outils. Oui, c'est sûr. Là, tout ce qui va être présentation de produits en ligne. Oui, il y en a. Ça va vraiment évoluer, surtout en période où on est dans une ère numérique avec la COVID, où il faut être ingénieux et innovant dans la façon de rejoindre le consommateur, de rejoindre nos clients. Les médias aussi. Donc, c'est sûr, on ne va pas aller dans le détail de la réponse, mais c'est sûr qu'il va y avoir énormément de développement au niveau technologique. Merci beaucoup, David, Jean-Philippe. Ça a été vraiment une super conférence. Merci à vous tous. Et n'oubliez pas d'aller faire du shopping de Noël d'avance. Merci, Debbie. Merci. Merci énormément pour cette conférence. Alors, je sais qu'il y avait une question également que les panélistes n'ont pas eu le temps de répondre, mais je vous invite à leur poser la question directement dans la section à gauche. Vous pouvez cliquer sur conférencier et leur écrire. Et d'ailleurs, si vous voulez répondre davantage avec plus de temps à la dernière question, vous allez également pouvoir le faire à cet endroit. Donc, merci infiniment pour cette conférence adaptée au monde d'aujourd'hui. On fait une pause yoga parce que être devant l'ordi comme ça toute la journée, des fois, c'est important de bouger. Alors, on vous invite à faire du yoga chez vous, dans votre maison. Bonjour, Scott Simons, fondateur de la compagnie Organique Santé Corporative. On est au service de la santé des employés et des entreprises depuis 2006. Bienvenue à la pause énergie organique. Ça va prendre environ 5 minutes de votre temps. Juste rapidement, l'introduction. Quand on est assis pendant plus que 20 minutes de temps, on retourne dans notre cerveau reptilien. On n'est plus connecté à notre néocortex, les fonctions exécutives. Et bouger est une des solutions à ça. Respirer aussi. Donc, on va commencer la pause avec une respiration, 3 respirations conscientes. Respirer et posture sont synonymes. Donc, sentez que vos pieds sont bien enracinés. Les épaules sont un peu par en arrière. Les omoplates ensemble créent de l'espace au niveau des clavicules. Une main au niveau de l'abdomen, l'autre main au niveau de votre cœur. Fermez les yeux parce que 80% de l'information qui rentre dans notre système nerveux rentre par les yeux. Donc, voilà, 3 respirations sur les 20 000. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Visualisez que 90% de votre énergie vient de l'inspiration. Inspirez. 70% des tensions toxines sortent par l'expiration. Expirez. Une dernière ensemble. Tenez votre souffle, relaxez les épaules. 3, 2, 1 et expirez.
Laissez les bras tomber dans le vide. Just shake it out. On va faire le premier mouvement, ce que j'appelle l'hélicoptère. Les pieds sont un peu plus larges que les hanches. On est bien enraciné. Aucun muscle dans les bras. On commence à bouger gauche-droite. On commence doucement, surtout si vous êtes assis depuis plus que 20 minutes. Donc, on veut tranquillement réchauffer le dos. Ça devient de plus en plus dynamique, de plus en plus qu'on avance. Donc, peut-être un peu plus d'espace avec les bras. Venez sur le bout de la grosse orteille d'un côté, le bout de la grosse orteille de l'autre côté. Regardez loin par-dessus chaque épaule pour étirer les yeux. Des longues inspirations, longues expirations. Environ 50% des jointures sont en train de bouger en ce moment. Donc, il y a peut-être un sourire qui va venir naturellement parce que votre corps vous remercie de bouger. Quelques fois encore, je ne veux pas trop vous énergiser. Et revenez au centre. Donc, on va bouger l'autre 50% des jointures, bouger la main gauche et le pied gauche. Ça va peut-être vous faire sourire, ça chasse le stress, c'est excellent. L'équilibre, c'est bon pour le cerveau. L'autre main, bougez, bougez, bougez. Let it out. Sortez tous les stress, sortez toutes les tensions. Good job. Les pieds, encore une fois, un peu plus larges que les hanches. Inspirez les bras vers le ciel. Et on expire. On descend. Inspirez. Expirez. 2 autres fois. Expirez. Une dernière fois. On expire. Restez ici. Venez un peu plus large avec les pieds. Venez prendre les coudes opposés si vous voulez. Dites oui et non avec la tête. Fermez les yeux. On veut un sang riche en oxygène qui se propage vers le cerveau. On est trop assis, donc le sang reste pris dans les pieds. Donc, des longues expirations ici. Sortez tous les stress, tensions, anxiété, toxines, les peurs. Let go, let go, let go. Et revenez au centre, laissez les bras tomber dans le vide. Et on remonte vertèbre par vertèbre. Jusqu'en haut, menton parallèle au sol. Restez ici avec les yeux fermés quelques secondes, juste pour sentir les bienfaits. Excellent. Ouvrez les yeux, pliez les genoux un peu. Jump back. Sur l'expiration, on se met le plus petit possible. Expirez, expirez, expirez. On va aller vers une contre-posture, être assis. Inspirez, ouvrez grand, grand, grand. Pointez les doigts derrière, regardez vers le ciel. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Une dernière fois ensemble. Expirez au complet par la bouche. Let it out, let it out, let it out, let it out. Et inspirez. Tenez votre souffle. 3, 2, 1 et lâchez prise. Dernier mouvement. On va commencer à bouger un peu. On va finir avec 5 jumping jacks. Dans 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. You're back. Votre énergie est de retour. Merci beaucoup. Passez une excellente journée.
monde est re-bienvenu. Peut-être vous avez assisté à la diffusion précédente. Votre yoga, comment ça a été, toi, Jean-Michel? Ça a bien été? Je suis relaxé comme jamais. Ah, c'est beau, cette Étiré, zénitude. ça fait du bien. Oui, bien là, on a une vidéo des gens. On a capté ça à la maison. Mais non, on Ça va serait enchaîner. agréable. Ben oui, hein? En ces temps sans précédent, les détaillants qui sont restés ouverts sont obligés de réinventer leur manuel d'exploitation et leurs consignes de sécurité afin de protéger et de servir les clients et les employés. Rejoignez les experts de la vente au détail de Cisco alors qu'ils partagent les meilleures pratiques basées sur l'expérience et les informations recueillies dans l'univers de la vente au détail. Bill Farnsworth est un cadre supérieur et membre du conseil d'administration avec plus de 25 ans de succès dans le secteur de la vente au détail, de la santé et de l'hôtellerie. S'appuyant sur une vaste expérience des transformations numériques, il est un conseiller précieux pour les organisations à la recherche de conseils pour pénétrer de nouveaux marchés et industries grâce à la technologie. Ces vastes domaines d'expertise comprennent les communications interpersonnelles, les négociations, la gestion des relations, les ventes et l'alignement commercial et technologique. Avec lui à cette conférence, je vous présente aussi Amit Chotal. Il est actuellement le responsable de la vente au détail pour America's Industry Organization. Il est un vétéran de Cisco depuis 17 ans. Amit a une expérience de travail avec plusieurs clients dans le monde du commerce de détail sur leur stratégie de transformation numérique visant à améliorer l'expérience client, à responsabiliser les associés en magasin et à analyser les données. Amit a également travaillé avec de nombreux clients dans la création d'un cadre de transformation numérique pour cartographier les initiatives de vente au détail sur l'ensemble de la chaîne de la valeur de la vente au détail. Amit a contribué à la construction et au développement de la stratégie Cisco Retail Solutions dans les domaines de l'information et de l'analyse des clients, des plateformes numériques pour mobile et de la collaboration dans les domaines de l'exécution flexible, dis-je bien, de la personnalisation et de l'analyse du comportement des acheteurs. Il est titulaire d'une maîtrise en informatique et en ingénierie de Penn State et d'un baccalauréat en économie et commerce de UC Berkeley. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement chez vous dans vos salons Bill Farnsworth et Amit Chotal. Messieurs. Merci. Thank you. It's great to be with you today. My name is Bill Farnsworth. Let's talk about what the retail landscape looks like now and going into the future. So, what is happening in retail today? Retailers are responding to, obviously, we've got everything going on today with the pandemic, but some of the overall trends are relevant before, during, and after. So let's talk about what those look like. Retailers investing today are really looking at personalizing that experience for the customer journey, ensuring that customers understand and are aware of what the relationship with retailers look like. We're seeing a huge jump in personalization from 29% last year to almost half of retailers investing in technologies to personalize that journey next year. We're seeing some significant investments in digital payments. We're going to see digital payments exceed more than $1 trillion US this year. I think that was a pre-pandemic number. I would expect that that's going to be dramatically larger than that amount when things are through here in a few months. We know that about 2/3 of consumers prefer to shop in physical stores. Obviously, that's changed a little bit recently, but there is still that desire to see, touch, feel, and try out items. There's only so much that folks can see from an e-commerce site or from a computer screen. And so that experiential opportunity is still there for retailers. We also know that from a security perspective, there is a significant vulnerability, not only in e-commerce sites, but also in the IoT platform. We'll talk a little bit about that later. But more than 90% of login attempts for e-commerce sites are actually hacking attempts. A lot of people don't realize the extent to which that onslaught happens and the steps that retailers need to take to prevent those kinds of vulnerabilities from being taken advantage of. And then about 73% of consumers say they use multiple channels to shop. We talk about omni-channel a lot, but really we're seeing a focus more on what we call multi-channel, where it's not one or the other. It is all of the channels or many of the channels that are being used at any given shopping experience. So that shopping experience could start online,
and then move to the store and potentially even end online if I return and decide to mail a purchase back. So the idea of being able to move between channels and have that be one unified experience is definitely something that retailers are looking to drive going forward. So what do these trends mean for retailers? They mean that the shopping cycle is more fluid than it's ever been before. It used to be very linear. It used to be I would maybe shop using a catalog, but realistically, I would decide I need something. I would go to the store, I would shop, I would purchase, and then I would take my item home, and then I would go back to the store to return that item if I needed to. Now I could start online, or I could start in the store. I could transact online. I could buy it or pick it up in the store. I could decide in the store that I want to have it shipped to home if it's not in the numbers, and the possibilities are really exponentially more varied than they were before. But the technology that we've got involved in those experiences is impacting the entire value chain, whether it's fulfillment centers or distribution centers, or even looking at the back of house so that my associate doesn't have to leave the customer's side and potentially lose that sale. That technology giving insight into the entire value chain is significant. The experiences that consumers are expecting are also dramatically different as well. They want associates who can stay mobile while giving them the information, and actually better information than they could get themselves. There's nothing more frustrating than asking a question at a retailer and having that person pull out a phone and look up something that I could have looked up myself. And so how can retailers give their associates the tools to enhance, expand, and improve the experience in the store or even after the store is really one thing that retailers are looking to be able to deliver. And we know the customers want that more personal and contextual experience, whether it's looking at a drive-through experience for a restaurant, whether it's in the store and using technology for the retailer to know who I am and what I'm looking for, or even being aware of what the season is and understanding the kinds of things that I might want to purchase or that I should be thinking about and maybe I'm forgetting because school has started or a new sports season has started and I need to think about, does my child need new skates or shoes? Those are the kinds of things that customers are expecting a retailer to help them with. They want that contextual experience. They want that more personal experience that draws on information that the retailer knows about me, knows about what's going on in my world or just the world in general, and gives me more information and more suggestions than I might have had just by being a generic online shopper. So these emerging technologies that are really impacting the overall experience are numerous, right? We're looking at IoT, we're looking at cloud. They present new opportunities, but they also add complexity to the environments that retailers need to be able to address, understand, consume, and act on. And that's where we see a lot of analytics and artificial intelligence and automation driving those new capabilities and driving the ability for retailers to actually capitalize on those capabilities and transform the customer experience in a way that we haven't been able to in the past. And with all that new technology, we get security considerations as well. The cyber threat actors are really looking for new vulnerabilities, whether it's an HVAC system, whether it's the registers and the payment acceptors, or if it's the traditional e-com route. Those cyber threat actors are always looking for new vulnerabilities. But when we think about safety and security, we also now have been introduced to this entirely new experience around safety. So there's a new standard now for health and safety of people in the stores, not just customers, but also associates. What can we do to keep our associates safe, whether that's from the pandemic or even thinking about physical safety in and around the stores? I go out to the curb to deliver a click and collect order, or before and after a restaurant open or close. What can we do to make sure that our associates are healthy and safe, as well as ensuring the safety and health of our customers? So we look at modernizing that IT experience. We know that about 2/3 of retailers are lagging in their digital transformation strategy. We've seen this number reduce because of the acceleration that the pandemic has driven
We've had a lot of innovation, a lot of drive to adopt new technologies to enable retailers to stay relevant and deliver products and services over the last 6 or 7 months. And what that's also done has given them an opportunity to try technologies that they may not have been ready to try. And the same with consumers. Consumers have now tried experiences like click and collect that they may not have been willing to try before. And we're going to see a shift. That pendulum won't shift all the way back to the way things were in February or March, but they're not going to stay where they are now as we move into this, what we're calling a next normal. Retailers know what they're doing now, but it's really about what's next. And so that's the kind of thing we're looking at in that transformation of the digital strategy going forward is happening. We know about a third of retailers say that their legacy systems are hindering their ability to execute on that strategy. And what can we do to optimize and modernize their experiences and systems to enable that strategy? And then about a fifth, 22% of enterprise budgets in this year will be spent on cloud-based solutions. We're seeing that accelerate year over year. But we're also seeing now an introduction of a focus around edge computing as well. And some of the estimates we're seeing are showing that edge computing is actually going to be outspent over cloud computing in the next couple or few years. And so there's going to be a balance, right? The pendulum has swung more toward cloud over the last couple of years, and we're seeing it swing back now to in-store processing, but not the way it's been done in the past. We're seeing it really focus on a balance between in the closet, at the edge, and then in the cloud as well. And so these kinds of factors are really changing how retailers are looking at investing their time, their effort, their budgets to deliver the capabilities that customers are wanting to see. So this pandemic has really changed the way retailers are looking at products and services and the investment in technology. And they're really analyzing the entire value chain so they can understand and accelerate the investments in technology that enable the kinds of services and products that customers are wanting to see now. It's been a dramatic change for some retailers. It's been a minor emphasis for others who are already doing that click and collect or good multi-channel execution. But the idea of business continuity has taken on an entirely different kind of meaning for retailers in this uncertain time. And so while the focus is going to be on getting back to a semblance of what we had before around what that retail experience looked like for consumers, for the retailers, for the people working in distribution centers and fulfillment centers, we know that it's going to be different going forward. And looking at what that business continuity plan and what the investments in technology to enable business to continue given another unknown event or series of events is a focus that we are looking for from our customer, or we're hearing from our customers. Amit, I'll hand it over to you at this point. Yeah, no, thanks so much, Bill. And as Bill discussed this just now, when you think about what's happening with digitization, what's happening with retail, you know, one of the things we'll hopefully let you take away as the audience, what are some of those very specific use cases and technologies you can implement to really not just look at business resiliency, but beyond that and plan for your future. And when you think about this, what are those top use cases? So one of the ones I want to call out, and this is not new to retail, but we're certainly seeing a surge, is what is your strategy around e-commerce and mobile commerce? So over the last 5-6 months or so, absolutely this is taking off, right? We always kind of knew this before the pandemic, like, and Bill talked about, do you have a cross-channel strategy? Do you have an e-commerce strategy? But now more than ever before, since some retailers are just starting to reopen, some may stay closed, we're seeing a surge. But the question is, how do you handle this surge? You know, on average, we're seeing that retailers are seeing upwards of 30 to 40% of consumers use their digital channels to shop. But the important thing to think about is, do you have a best-in-class experience when you go to that website? If a consumer like you and I go shop, it has to just work. So thinking about that and what your strategy around that is critical.
Another big theme we're seeing is contactless. So when you think about fulfillment, when you think about e-commerce and delivery, when you think about curbside pickup, buy online pickup at curb, the question is, what are you doing to service your customers in a contactless way? It's interesting that consumers' expectations have changed, but they're expecting more. And the more you can do to take the friction out, the more you can do to provide a contactless experience when I buy online, pick up in store with BOPIS, or buy online, pick up in curb and provide that contactless experience for fulfillment, are the retailers we see that are going to win in this market. And as Bill talked about, when you think about what's going to make you stand out, and many of you know this, consumers have a variety of ways to shop. Is it going to be based on price? Is it going to be based on your premium product? But what we're seeing more than ever before is being safe. And safety for the employees and being safe for the consumers is really, really key. What are you doing around safe store occupancy? What are you doing to have digital technology to look at PPE compliance? What are you doing to provide safety for your employees when they do deliver that item to the consumer at curbside, before and after stores? There's lots of emerging technologies we see there when you think about things like cameras and Wi-Fi. When you go to the bottom, right, it's not just the consumer, but one of the biggest disruptions we've seen over the last 6 months is supply chain, right? Consumers are wanting their product now. Consumers are wanting product with speedy delivery. Consumers want product where they know what items are in stock. And this is becoming a big challenge, right? So what you can do to have best-in-class distribution centers, what you can do to provide fulfillment to your consumers is really critical. And we see a lot of different technologies there too. And then finally, one kind of platform that kind of is a wrapper on all these use cases is security. And Bill talked about this, right? According to our research, 90% of hacking attempts have been through e-commerce and mobile channels. So the question is, what are you doing to provide security throughout all aspects of your business? From the .com to the consumer's mobile app, to your cloud strategy, to your data center, to your warehouse. Having best-in-class security, we believe, is really critical to continue to innovate. So these are kind of use cases that we're seeing. On the right, you can see some of those technologies that we are looking at to help a retailer. Security is key. What you're doing to have best-in-class contact center. And one thing I want to call a contact center, in the world that we live in, maybe your agents are not going to be in a physical location for quite some time. So how can you provide some agility for these agents to work remotely? Another thing we're seeing related to contact center is a surge in call volume, right? Similar to the surge in e-commerce, on average, retailers are seeing a surge in call volume. Why? Consumers are calling in their orders. Consumers are wanting to talk to customer service. Consumers are wanting to do curbside pickup. Dealing with that surge in call volume is critical, where you can do things like proactive callback, where you can do things like, reach out to your customer. The biggest challenge you want to avoid is when a customer calls in, the call goes unanswered, or there's an hour wait time. So those are some of the things we're doing here in Cisco. Application monitoring is really, really key too, because we talked about that with e-commerce. And then also camera as being that smart sensor for all these use cases. So when you think about these use cases, and what we built with Cisco, we kind of look at all these bucket of use cases in 4 major areas: the customer journey, associate experience, physical and cyber security, and bus store operations. So when you think about the customer journey, the question is, what are you doing to look at those use cases around some of the things I just talked about? Do you have best-in-class curbside pickup where you can automate that experience? We have the ability now with sensors where we can do geofencing when the customer gets to the parking lot. We can do sensors with things like cameras to identify that vehicle to automate that experience. Also, this is another place where we can do things, which I talked about earlier with customers around mobile. How are you onboarding and acquiring new customers with mobile in this new digital world? Related to that is mobile sensors, but also the contact center like I talked about.
When you move to associate, some other things to think about is how are you making sure these employees stay with you? With all the challenging things happening with employees, it's really critical to provide training platforms for them. It's really critical to empower those associates in aisle with mobile devices so they can do all their functions. When we move to physical and cybersecurity, I think to think about is how do you look at your strategy from both aspects, both from a cyber perspective as well as a physical security perspective. As we talked about, cybersecurity is really critical based on the number of attacks we're seeing with online. So having best-in-class cybersecurity is key, but also looking at physical security. And no longer is it the camera being a sensor just for loss prevention. We see this camera as a smart sensor. So when you look at things like store occupancy, traffic counting, line queues, all possible today. And then finally, when you look at store operations, above store operations, it's really important to think about those platforms and tools to have best-in-class e-commerce. So you monitor your e-commerce channels. And the other thing we're seeing is, pop-up clinics and pop-up stores. As you think about diversifying your portfolio and bringing some of these products and goods to your consumer, or thinking about using your parking lots, we have the ability to stand up infrastructure very, very quickly and easily. So that gives you an idea of some of the platforms we're seeing to help with our retailers with respect to digital and business resiliency. What are two examples that we would like to share with you? One is this company called Decathlon. Many of you know this. They're a sporting goods retailer that has worldwide footprint, many locations in Canada as well. I think they have 1,500 locations worldwide. And one of the very specific use cases that they wanted to deploy was around analytics and store occupancy. So what's interesting with this customer is, like many of you, this retailer wanted real-time visibility for footfall. They also wanted visibility to see and allow their consumers to notify them, is it safe to enter? Is it not safe to enter the store? So literally what they did is they put a camera at every single store to get that real-time visibility for store occupancy. By automating it, they saw labor savings. They know they're giving a lot of confidence to their consumers and employees that they can shop, keeping store occupancy levels at a safe level, but also they're using these cameras for future use cases around traffic, conversion, and other types of analytics to help from a store operations perspective. And you can see from the IT director down there, this is a great platform that is allowing Decathlon to bridge the online to in-store data from a traffic perspective. Another retailer that we've done some work with, is Metro. So Metro is a grocery retailer in Canada. Many of you know this. In fact, they're speaking tomorrow in a session, so be sure to check them out. But like every retailer out there, one of the biggest things Metro was looking at was they needed to make sure when consumers were using their online and mobile platforms, the experience was best in class. So like every other retailer, they saw a surge in e-commerce traffic over the last 5 months. Using Cisco's application monitoring platforms, we were able to give the CIO and VP of e-commerce real-time visibility. So now they have that visibility to monitor those platforms. They can look at proactive alerting. So that way, if they see a surge or if they're about to see something, they can take action on it. And then we can tie into all the other applications as well. So this is a great platform when you think about what's happening right now, which is managing the e-commerce traffic for best-in-class performance. So these are just two examples. And again, Metro is speaking tomorrow. Be sure to check them out. The one thing Bill and I want to leave you with, there's so many use cases out there. There's so many things to think about. What we've shown you today are some of the ones we think you can take action on today, given the decisions you're trying to make. But one of the other things we built in Cisco is this approach to thinking about digital. So when you think about your strategy, and you think about the major things you're trying to look at, from customer experience to employee productivity, security and store operations, as I shared with you earlier, we created this framework to look at a phased approach around thinking about digital.
Some of these use cases you may want to do today. Some of these use cases you may want to look at tomorrow. We look at this in a single visual to look at all these use cases on top, also match to the technology investments you have to make on bottom. We think this is a great approach that we can help retailers think about their digital strategy for not just now, for the next 3 to 5 years. And we've used this a lot with executives like yourselves to really plan that strategy, to figure out what's important and which use cases are important. So hopefully today you got a sense of what we're seeing trend-wise, what we've seen solutions-wise with business resiliency, and an approach and how we can help you think about what's happening with today and beyond 2020 and 2021. Merci beaucoup. Thanks to both of you guys. C'est maintenant la période de questions. Alors, la marche à suivre, c'est très facile. Vous pouvez réduire les gens à la maison la taille de votre écran. Alors, vous allez avoir un petit onglet sous la vidéo. C'est un onglet en noir où c'est écrit directement « Posez vos questions ». On va les recevoir en direct. Ça va nous permettre ici de les lire. Vous pouvez les poser en français, en anglais. On va s'occuper de faire la traduction et on pourra en même temps vous saluer, vous sentir présent avec nous. Alors, le temps que les premières questions entrent. Toi, Jean-Michel, oui, tu as une question? Hi, I have a quick, tough question for you. Oh. What was the biggest technological change during the past year? Is it big data, mobility, AI, or is it 5G that is coming? I would say for the last year, I think we're seeing 5G coming, but I would say for the last year, the idea of artificial intelligence and automation is really where most retailers have been spending their time determining what the impact could be and how they can use it to improve operations. I think that got turned over with the pandemic, and we saw a lot of focus then on mobility, but we're still seeing a lot of retailers, even through this time, talking about what they can do to introduce artificial intelligence, machine learning, natural language processing, and automation to really deliver a better customer experience. How do you see the future of retail in like 10, 15 years? I don't know, Amit, if you want to jump in on that one, I'm happy to spend an hour on that. But I think that as we look at the way the industry and our experiences as consumers have changed over the last 10 years, I think it's hard for us to say what could happen because I don't think any of us saw some of the changes we're experiencing today. Personally, I talk about the fact that I don't think we're going to be using wallets anymore. I don't think we're going to be carrying credit cards and cash around. I think it's going to be entirely digital, and I think there's going to be an element of biometrics and identification for payment. I think that the online experience is going to expand. I think that the predictive shopping experience, as an example, I use all the time, especially these days when my wife and I come home from the grocery store. We're unloading groceries, and of course we notice that we've lost or forgotten butter, and so we start the next shopping trip right then. Well, I think that in the future, 10 years from now, we're going to have the stores reminding us, I think you're either out of butter or given your usage, it's been 3.5 weeks since you bought a pound of butter. It's time to buy it again. I think that those kinds of easy decisions that we don't think about and we forget now are going to be made for us or at least assisted by the stores and what they know about us. And I think our idea of privacy is going to change dramatically over the next 10 years. What's okay for us to share, how we share it, how easy it is for us to control what retailers know about us. I think that's going to change dramatically too. Those are the three that I think when I talk about the next 10 years are going to change in retail. And just to Bill, really quickly on Bill, I mean, you saw probably in the news last week that Amazon released this palm functionality for checkout, so that, as Bill was saying, frictionless, like consumers' expectations are going to be more and more around easy checkout, frictionless, right? So all those new technologies. The other thing to think about is, okay, what does that store look like? Is it just going to be a fulfillment center?
where you just want to get product to consumers the fastest way possible, and you're seeing some movement there too, where especially right now, retailers are just putting in purely fulfillment only sent stores inside of areas just to get the product faster. So then, and if I do shop, why am I going to come shop? And I think it's to Bill's point. If there's elements of personalization, if there's elements of experience, those are good. But I think thinking about those technologies where you take out the friction, you get product faster to the consumer, making more data driven, and personalization will I think continue to see innovations around. Do you think people at home are ready to receive personal suggestion from AI at the grocery store or any store? So do you think people are ready with their privacy? I think that the idea that the consumer is one personality, right, is one of our challenges. Some people are ready for it now. Some people may be ready for it in 2 or 3 years, and some may never be ready for it. But the idea behind the consumer being able to define what that experience looks like, I think is really going to be the challenge for retailers. How can I have the consumer tell me what they're comfortable with in a very easy to understand way? We know about profiles now, we know about preferences, but what can we do to balance honestly, the creepy factor, right, for some people of having someone say, hey, I noticed it's been 3.5 weeks since you bought bread, versus I don't want to forget something. And so how valuable is it to me to have that offered, as opposed to I want to hold that information close. I don't want a retailer to have that information about me. I think it's going to all be a value-based transaction of what value individuals get, and therefore they can define what level of intrusiveness or whatever you want to call it, they'll be able to make that decision for themselves, and the systems have to be in place for consumers to be able to say, I like this and I don't like that. I want you to suggest things for me, but I don't want you to suggest things for my children. As an example, is going to be something that we're going to have to figure out. Thank you. Yeah, and go ahead. No, you first. Well, I think if you look at some retailers we work with, like Starbucks and McDonald's, they have a very strong strategy today around their mobile app and what they're doing today, because like what Bill's saying, the value exchange, right? If I know that you're going to shave 20 minutes off my line where I can go directly to the handoff plane, guess what? I'm going to opt in and I'm going to want to go use your app, and I'm going to give you, because I'm going to win in the long run as a consumer, because I got to skip the line. Oh, by the way, if you can cut my ordering process to my favorites, I'm going to give you so it's the value exchange. I think if there's a high value exchange where there's an opt-in strategy, you will see consumers sharing something to win, in the long run, which is their convenience, their time, and energy. Thank you. Thank you so much. We don't have any questions from home. On n'a pas de questions de la maison là, pour le moment, mais si vous en avez un petit peu plus tard, ne vous gênez pas. Il y a un onglet conférencier. Vous pourrez donc facilement joindre ces messieurs. Thank you so much again. Thanks. Thank you. Merci encore. Alors, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine conférence. Allez voir les kiosques virtuels. Ça va être un bon moment justement pour aller jaser aux exposants. On vous retrouve tout de suite après à 15h30 pour la dernière conférence de la journée. Merci. Excuse-moi. As-tu ces bottes-là dans le set? Oh, que le ciel se meure si je ne me parjure, il ne me reste plus de la dite pointure. Mais qu'ouis-je alors? Est-ce une bottine de Suède qui vous implore, madame, de ne pas l'estimer laide? Pardon? Pas besoin d'être tyranno, mais accueillir et servir en français, ça fait plaisir.
Il est 15h30, vous êtes dans la salle 1. C'est la dernière conférence déjà de la journée. J'espère que vous avez passé une belle journée avec nous, une première et grande journée de cette édition toute revampée, toute spéciale de TAG, le commerce à l'ère numérique. Et la dernière conférence porte sur un des sujets de l'heure, la 5G. Alors que la 5G se déploie à grande vitesse à travers le monde, qu'en sait-on vraiment? Quels sont les différents éléments technologiques qui la composent et que peut-on espérer de cette nouvelle technologie dans un contexte de commerce de détail? Dans ce panel animé par M. Damien Salle, directeur général du quartier de l'innovation de Montréal, propulsé par le quartier de l'innovation, place au 5G et commerce de détail, et si on imaginait l'avenir. Et bien sûr, à la fin de la conférence, il y aura aussi une période de questions. C'est très simple. Peut-être avez-vous déjà eu la chance de l'expérimenter un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, sous la vidéo, vous allez retrouver un petit encadré. Vous avez juste à réduire l'écran. Vous allez le voir en noir s'afficher. Vous cliquez dessus. C'est écrit, dans le fond, de communiquer directement avec nous. Et vous pourrez poser vos questions en direct. On va les lire et vous saluer, donc, en toute fin de présentation. Sur ce, je passe la parole à M. Damien Salle. Merci beaucoup, Marie-André. Bienvenue à tous. Très content aujourd'hui de vous recevoir à cette dernière plénière, non des moindres, puisqu'on parlera de la 5G du commerce en détail. Donc, comme on vous disait, présenté par le quartier de l'innovation, dans le cadre de TAG. On est très content aujourd'hui de parler de ce sujet si important. Alors, on a vu ces derniers temps, la pandémie que nous vivons actuellement nous fait vivre beaucoup de changements d'attitude et de réflexes commerciaux aussi. On n'achète plus à la maison. En quelques mois, nous avons complètement changé nos habitudes. Parallèlement à ça, on voit de plus en plus, on parle de plus en plus de 5G, un phénomène qui prend de l'ampleur d'un point de vue mondial. Même au Québec, vous voyez de plus en plus d'annonces qui parlent de l'avenue du 5G. Alors, au-delà d'un chiffre et d'une lettre, ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui avec nos experts réunis sur ce plateau, c'est de voir comment ça va impacter notre vie de demain et surtout comment vous qui nous écoutez, ça va impacter le commerce de demain. Alors en pleine pandémie, on voit l'essor de nouveaux services et on va voir comment on pourrait imaginer de nouveaux services avec la 5G. Alors on répondra à des questions très simples, à savoir quand on va enfin voir la 5G, quels sont les différents éléments technologiques et techniques qui composent la 5G et qui peuvent affecter donc directement le contexte du commerce en détail. Et aussi, une chose intéressante, on parlera d'exemples, on vous montrera des exemples concrets dans le commerce en détail. Alors nous avons la chance aujourd'hui de recevoir parmi nous 4 experts et nous espérons donc que pendant cette discussion, on va être capable de répondre aux questions et répondre aux attentes des commerçants qui nous écoutent pour cette réalité qui est vraiment à nos portes. Alors, sans plus tarder, je commence avec notre premier invité. Chacun a 8 minutes de présentation. Donc, je vais être la police pour que vous respectiez votre temps. Donc, il s'agit de monsieur Alexis Bourson, qui a un MBA exécutif à McGill HEC. Donc, Alexis est directeur général produits et stratégie pour Vidéotron Affaires et Fibre Noire. Il est également responsable de l'intégralité du portfolio des produits affaires et du développement des nouveaux services. Et il a développé une grande expertise dans les modèles de création de valeur pour les entreprises B2B et dans le monde de technologie, essentiellement en télécom. La première question, qui est la plus importante, dirais-je, en quelques mots ou en quelques slides, comment on peut définir la 5G? C'est quoi la 5G? Grande question. Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup pour l'introduction. Écoute, la 5G, je vais le faire en 4 points rapides, mais ultimement, la 5G, ce n'est qu'une évolution d'un réseau de mobile qui existe déjà, qui est le réseau LTE. Donc, c'est un réseau qui va être beaucoup plus rapide. On parle de vitesse de transfert pouvant aller jusqu'à 20 gigabits par seconde, ce qui est une évolution majeure par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un réseau qui va être beaucoup plus réactif. Par réactif, ce qu'on entend, c'est la latence. Donc, la latence, c'est le temps que met un paquet pour aller de sa source à sa destination. La latence attendue sur des réseaux 5G est aux alentours de 1 milliseconde, ce qui est exceptionnel comme niveau de performance. Finalement, la densité des appareils connectés, une antenne 5G peut supporter jusqu'à 10 millions d'appareils connectés au kilomètre carré. C'est une avancée substantielle par rapport à ce qui se fait actuellement dans les réseaux traditionnels. Le dernier point, et probablement un des plus importants sur lequel mes collègues vont pouvoir parler par la suite, c'est un réseau qui va être plus agile.
Qu'est-ce qu'on entend par plus agile? C'est un réseau qui va permettre différents types de fonctionnalités qui n'existent pas aujourd'hui dans les réseaux de 5G, des réseaux LTE traditionnels. Donc, on va parler de network slicing, de priorisation de type de trafic, toutes des choses qui vont être disponibles dans la 5G qui ne le sont pas aujourd'hui. Alors, prochaine question qui est aussi importante que la première. Quand pensez-vous déployer? Quand on pourra dire « ça y est, je l'ai » ? Je dirais, Damien, que c'est une question qui est pas mal à l'ordre du jour actuellement. Si je prends le time frame de ce qui a été fait depuis le début de l'arrivée de la 5G, on revient à un peu plus d'1 an où toi et moi, on a commencé à travailler ensemble dans le cadre du Lab Vie, donc le Lab Vie sous le quartier de l'innovation, où on a pu mettre en place les premiers tests à ciel ouvert, comme on aime le dire, de la technologie 5G. Donc, il y a actuellement à Montréal, via Vidéotron, des technologies 5G qui sont déployées. En novembre 2019, on a fait un lancement plus interne dans l'entreprise auprès des employés pour lancer ce qu'on appelle le kick-off interne de ce projet-là, pour avoir les fondations nécessaires. Fin 2019, donc en décembre, on a scellé un accord avec un fournisseur mondial que vous connaissez probablement qui s'appelle Samsung, qui va être notre fournisseur pour tout ce qui est équipementier, équipement d'antennes 5G, donc d'infrastructures 5G. Vous connaissez Samsung pour les téléphones, nous l'utilisons aussi pour les antennes. Début 2020 a été une année pleine de rebondissements. Janvier 2020, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a eu l'arrivée on a observé des mouvements populaires sur une opposition à la 5G. Ça nous a fait énormément réfléchir et ça a, je dirais, décalé notre phase de lancement pour une raison très simple. On voulait s'assurer que la technologie répondait aux critères les plus stricts au niveau de la santé et du bien-être de la population. Donc, on a mis beaucoup d'efforts pour valider que la technologie était compatible et qu'il n'y avait pas d'enjeu pour l'être humain. En mars 2020, on a vu arriver le premier appareil mobile au Canada qui était compatible à la 5G, donc qui était un téléphone Samsung, qui est arrivé en mars 2020. Et là, actuellement, on vient de terminer la planification stratégique annuelle et on est en train de mettre les jalons pour déployer le réseau 5G dans les mois à venir, donc dans le courant de 2021. Mais la 5G, c'est pas tant un sprint qu'un marathon. Et la manière dont il faut le voir, c'est que ça va être un déploiement vraiment en 4 phases différentes d'un point de vue perception client. Il y a d'abord le déploiement du réseau de l'infrastructure, qui est, si vous le voulez, l'autoroute. Donc, l'infrastructure qui va permettre aux gens de bénéficier essentiellement de la vitesse. Ce déploiement-là, il va être géocentrique. Donc, il va partir des grands centres urbains les plus habités pour ensuite s'étendre vers les régions. Le déploiement va être évolutif, dans le sens où, dans la première étape, la seule chose dont les gens vont pouvoir bénéficier, c'est la vitesse. Puis si on se dit les vraies affaires aujourd'hui entre nous, il y a peu de choses que vous ne pouvez pas faire sur un réseau LTE que vous pourrez faire sur un réseau 5G. Donc c'est un peu toujours, et j'aime l'illustrer comme ça, Damien, l'exemple de l'œuf et la poule. Si tu as une infrastructure qui te permet de faire des choses, mais que tu n'as pas d'application qui nécessite ce genre de performance, en frais de latence, en frais de vitesse ou en frais d'agilité et donc de fonctionnalité de réseau, il faut que les deux aillent ensemble et que les deux écosystèmes collaborent ensemble. Et c'est ce qu'on va voir dans l'évolution et donc dans le catalyseur d'autres technologies. On espère qu'une fois que le réseau sera en place, il va y avoir, en fait, on fait plus qu'espérer, on en est sûr. On l'a observé dans toutes les évolutions mobiles. La 5G, on est parti du 1G, 2G, 3G, 4G pour arriver aujourd'hui à la 5G. Et à chaque fois, ces évolutions technologiques ont eu leur lot de nouvelles applications qui ont permis aux entreprises d'être plus efficaces. Donc la 5G, ultimement, va devenir un catalyseur d'autres technologies et c'est là, en dernière étape, où des bénéfices clients concrets vont pouvoir être ressentis à terme. Donc je retiens 2021. J'ai des témoins autour de la table. Dernière question, comment, selon toi, ça va impacter le commerce en détail, le commerce en général? Écoute, il va y avoir beaucoup d'impacts, certains qu'on peut imaginer, d'autres qui sont peut-être moins faciles à visualiser, puis je pense que mes collègues, plus que moi, vont pouvoir en parler par la suite. Le premier que je verrai, c'est une vision bout en bout de toute la supply chain. Donc la logique, ce serait pouvoir de dire que grâce à la 5G, on peut avoir une visibilité accrue, tant au niveau du milieu de production, de la manufacture du produit, jusqu'à sa distribution dans le magasin et dans le point de vente. Ce serait un des points intéressants à souligner. Le deuxième, rehausser l'expérience de magasinage. Donc là, on peut penser à des plans de magasins sur le mobile des usagers. On peut penser à des kiosques, des magasins en libre service. Et tout ça, dosé avec un peu d'intelligence artificielle, pourrait être complètement autonome.
Un des derniers points, je dirais, que je pourrais souligner, c'est accroître la fidélité des clients. Donc ça va passer énormément par de l'analytique. Ce que va permettre la 5G, c'est permettre à des détaillants d'offrir une expérience équivalente tant en ligne, donc de manière digitale, que dans le magasin. Imaginez avoir un client qui fait des achats dans votre magasin, mais en ligne, et qui se présente par la suite en magasin, et d'avoir accès à son historique d'achat, de pouvoir le reconnaître et de pouvoir s'adresser à lui de la meilleure manière possible. En somme, le 5G, va y avoir 4 grands impacts, selon moi, dans le commerce de détail. Le premier, c'est plus de données de qualité qui vont être actionnables. Le deuxième, ça va être des interactions entre les commerçants et les clients qui vont être personnalisées. Le troisième, des expériences et stratégies complètement omnicanales. Et finalement, des bénéfices opérationnels qui vont être de bout en bout, selon moi. Alexis Bourson, merci beaucoup pour ces explications. Il y aura une période de questions tout à l'heure. Vous pourrez donc intervenir une deuxième fois. On passe à notre deuxième panéliste. Je me retourne vers François Nadeau. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Alors, permettez-moi de vous présenter. Vous avez un MBA en marketing de l'Université Laval. Vous êtes analyste avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la recherche marketing et de l'intelligence des marchés. Et depuis plus de 10 ans, vous êtes contributeur pour Isarta Info, qui est un site spécialisé dans la publication de contenu destiné aux professionnels du marketing et des communications. Et pour leur compte, vous suivez, vous analysez l'évolution des nouvelles technologies ainsi que leurs applications au monde du marketing. Merci beaucoup, encore une fois, d'être là. Ma première question est très simple. Est-ce que vous pouvez nous faire une mise en contexte pour les gens, les commerçants qui nous écoutent actuellement? Et qu'est-ce qu'on peut espérer de la 5G? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de la 5G? D'abord, depuis plusieurs années, on voit que les lieux physiques de vente sont en transformation pour, disons, les garder pertinents par rapport au commerce en ligne. On veut en faire des lieux d'expérience. Plus que jamais, on sait les centres d'achat aussi sont en transformation. On y ajoute des cinémas, des restaurants. On veut en faire des lieux de vie. Mais aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on va également ajouter des concepts, des technologies dans les lieux de vente pour améliorer l'expérience de la clientèle, puis éventuellement, améliorer les ventes aussi qui se font dans ces lieux-là. Donc, la prochaine question qui est très importante, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? C'est sûr que d'une part, la 5G, comme Alexis le disait, ça va être plus rapide, plus flexible, avec un délai de latence très faible. Donc, ça va permettre d'une part d'améliorer certaines solutions qui sont déjà en place, mais aussi la mise en place de toutes nouvelles solutions. Donc, on peut en regarder quelques exemples maintenant. Allons-y. Donc, d'abord, en termes de réalité augmentée, on voit ici la salle d'essayage virtuel. Ça pourrait être aussi un miroir virtuel. Donc, pas nécessairement un concept qui est nouveau, qui existe depuis quelques années, mais qui n'a pas nécessairement pris son envol. Avec la 5G, ça pourrait améliorer la fluidité, disons, de l'expérience. Donc, le consommateur qui se présente dans un commerce peut avoir choisi des produits à l'avance à la maison, se présente en lieu de vente. Au lieu de faire l'essayage des vêtements comme tel, il va faire l'essayage de façon, disons, virtuelle, là, comme on le voit là, dans l'exemple qu'on voit ici. Et même, on peut lui proposer des ajouts d'accessoires pour compenser ou pour disons, agrémenter là, les choix de vêtements que lui a fait. Sinon, autre exemple, encore une fois, en termes de réalité augmentée, ici, c'est Lowe's. Imaginons encore une fois qu'on a choisi des produits à la maison dans sa liste d'achat. On se présente ensuite chez Lowe's, qui est quand même une grande surface. Et là, on se laisse guider par son appareil dans les allées, d'une part, pour trouver le produit. Et même à la limite, on peut avoir des offres, des promotions à la mesure qu'on parcourt les allées du magasin. Et ici, tout ce qui est analyse de données, j'ai choisi de vous présenter une petite vidéo qui présente différents concepts pour ce qui est de l'analyse de données en temps réel, puis tout ce qui est aussi Internet des objets. Donc, on peut regarder, c'est une vidéo d'environ 1 minute. In today's highly competitive marketplace, grocery retailers strive to create a seamless shopping experience that drives sales and builds loyalty with their customers.
IoT-connected devices such as beacons, video cameras, digital signage, and smart shelves provide access to huge amounts of new data on customer activity and present more opportunities for sophisticated insights and immersive customer engagement. IoT data is used to track the effectiveness of store layouts, exposure to promotions, product interactions, and use of digital kiosks and mobile apps. This data is analyzed in real time to create deep insights into customer preferences and path to purchase. Digital Assistance allows customers to find the items on their list, interest them in new products, and select promotions to save money. And for marketers, identifying customer desire, delivering curated content to upsell and cross-sell, and measuring the success of promotions has never been simpler and more accurate. IoT provides service-level metrics and enables store managers to eliminate long queues, schedule staff efficiently through cognitive intelligence, and make sure customer expectations are being met at every service point in the store. IoT, revolutionizing the retail experience. Parfait. Ouais. Donc, c'est ça, on a vu beaucoup de concepts pendant cette vidéo-là, de transfert de données, d'informations très riches, autant pour le consommateur, mais aussi pour le marchand. Et maintenant, si on se projette encore un petit peu plus loin dans l'avenir, bon, ici, ce qu'on voit, c'est une boutique éphémère qui a été mise en place il y a quelques semaines par Singtel, qui est un opérateur de téléphonie basé à Singapour, pour montrer toutes les possibilités, entre autres, là, de la 5G. Donc, si on entre dans la boutique, on voit à l'entrée un automate là, qui nous reçoit, qui peut nous guider là, dans cette petite boutique-là et qui, même en temps de pandémie, peut prendre notre température puis même nous aviser si on ne respecte pas la distanciation sociale. Donc, on voit là, ici plus une image futuriste là, de ce que peut amener la 5G. Autre question, est-ce que le contexte actuel favorise la mise en place de telles solutions? Ouais. Bien, c'est une bonne question. D'une part, c'est sûr que ce qu'on vient de voir là, c'est des concepts qui demandent un investissement de temps d'argent à la sortie de la pandémie. On sait là, beaucoup de commerces qui sont en difficulté. Le commerce en ligne a pris encore plus de popularité qu'avant. Donc, est-ce que les commerçants vont vouloir investir dans ces technologies-là, ne sachant pas si les consommateurs vont les adopter? C'est à voir. D'autre part, on commence à parler beaucoup du concept de low-touch économie, c'est-à-dire un commerce qui est guidé beaucoup par les mesures sanitaires. Les gens veulent limiter leurs contacts, les gens veulent limiter leurs contacts entre eux et avec les objets. Donc, ce qu'on a vu du commerce automatisé, des salles d'essayage virtuelles au lieu de salles d'essayage, disons, traditionnelles, mais là, ça peut aller chercher un certain public qui, peut-être même après la pandémie, va garder une crainte là, d'être en contact avec des objets ou avec les personnes. Alors, dernière question, on parle beaucoup de commerçants. On va se placer dans la position du consommateur. Quels sont les réels besoins d'ailleurs des consommateurs? Oui. Ça va être à voir aussi. C'est sûr qu'on a vu plusieurs concepts intéressants qui amènent une expérience bonifiée. En même temps, pour le consommateur, ben est-ce qu'il va être à l'aise, par exemple, de converser avec des automates? Est-ce qu'il va être à l'aise de fournir de l'information? Ça peut être intéressant d'entrer dans un commerce puis de se faire aborder parce que la reconnaissance faciale nous a reconnus puis est liée avec notre liste d'achat. Mais est-ce que les gens vont vouloir partager cette info-là puis avoir ce type d'expérience-là qui peut à la limite être très intrusif? Fait que oui, la technologie est en train de se développer, mais reste la question de savoir est-ce que les gens vont embarquer dans ce genre de concept-là là, au fil des prochaines années. François Nadeau, merci beaucoup. On passe à notre troisième panéliste qui est Igal Ben David. Donc, Igal,
Ben David est professeur en gestion des opérations au département d'analytique, opérations et technologies de l'information de l'ESG UQAM. Il est spécialiste de l'Internet des objets et membre affilié de Humaniam. Il est fondateur et directeur du Lab IoT, et laboratoire, un laboratoire à vocation de transfert d'expertise et de collaboration industrie-université. Il est membre également du comité Ask the Experts et juge sur les RFID Journal Awards, membre du laboratoire de recherche sur les technologies émergentes de l'Internet et membre du comité de direction du Centre de recherche sur l'intelligence en gestion de systèmes complexes. Igal, bonjour, bienvenue. Première question, on ne peut pas parler de la 5G sans faire référence à l'intelligence artificielle, on l'a entendu tout à l'heure, et plus précisément, qu'est-ce que l'Internet des objets et quel est le lien entre l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et la 5G? Quel est le lien qui unit tout ça? Alors, bonjour Damien, bonjour à tous. Le lien qui unit tout ça, on va le voir aujourd'hui dans le contexte du commerce de détail connecté, marqué par la numérisation et où c'est qu'on a bien vu, il y a une élimination des frontières entre tout ce qui est le magasin physique et le magasin virtuel. Alors, dans la prochaine diapositive, on peut voir où c'est que ça se situe. Au premier niveau, on a des objets connectés. Des objets connectés, on va leur mettre des tags RFID, c'est des t-shirts, des pantalons, différents types de senseurs, température, humidité, vos dispositifs mobiles, téléphone, montres connectées et autres. Et puis, la personne elle-même peut devenir en fait un objet connecté. À l'intérieur de ça, un autre objet connecté, c'est les robots dont François a parlé. Donc, tous ces objets-là, on va les équiper d'un identifiant et ça va devenir des objets connectés. Ces objets connectés vont parler à un réseau de capteurs. En fonction des différentes technologies utilisées, il va y avoir différents capteurs. Par exemple, si on met des tags RFID sur des chemises ou des pantalons, ils vont parler à des lecteurs RFID. Si vous utilisez un téléphone qui émet du Bluetooth, on va avoir des capteurs Bluetooth, etc. Donc maintenant, ces identifiants communiquent avec des réseaux de capteurs. Et là, ces réseaux de capteurs vont communiquer via un réseau. C'est là que le 5G intervient. Donc, il y a différents réseaux de communication, des réseaux, différents types de réseaux privés jusqu'à beaucoup plus larges qui fonctionnent sur du 4G actuellement. Et là, on commence à rentrer du 5G. Donc, et puis, ça a été dit depuis le début, amélioration au niveau de la réduction de la latence, densité. Et c'est quelque chose dont on a besoin avec la multiplication des objets connectés. Alors maintenant, une fois que ces réseaux de communication vont prendre des données, on va envoyer toutes ces données vers différentes bases de données, des bases de données qui vont être sur les serveurs des entreprises ou qui vont être sur le cloud ou en différents modes, de façon à ce qu'on puisse traiter les millions, les milliards d'informations capturées. Et une fois qu'on a traité ces infos, ben c'est là que finalement, on passe à la couche applicative. Donc, la prochaine couche applicative, analyse des transactions en temps réel. Donc, cette interaction au sein du magasin, mais aussi en arrière, les entreprises vont utiliser toutes ces données pour générer de l'intelligence d'affaires. Alors, c'est un peu technique comme diapositive, mais ça montre un petit peu que le 5G est un élément d'une infrastructure technologique plus large et que oui, je pense Alexis l'a dit dès le début, il y a une importance de coévolution du 5G avec les autres technologies pour qu'on arrive à des applications. Dernier point, l'intelligence artificielle qui arrive sur le côté. L'intelligence artificielle, c'est un autre moyen de capturer l'info, donc un autre moyen de pomper de l'information sur le terrain et on va aussi l'utiliser avec des algorithmes d'IA pour de l'analyse de données. La diapositive suivante, elle montre en une image en fait que c'est pas si nouveau. Aujourd'hui, on le fait sur des t-shirts, des chemises, des pantalons et des personnes, mais réellement tous ces concepts, ça existait sur des machines. Avant, on faisait du monitoring de machines dans les usines. Aujourd'hui, on y va avec du monitoring de tout, partout. Alors, on voit des cas concrets, des magasins connectés comme celui d'Amazon Go. Est-ce qu'on doit être tous milliardaires comme Jeff Bezos pour mettre en place de tels magasins ou est-ce que les gens qui nous écoutent actuellement auront la capacité rapidement de mettre de tels magasins en place? Alors, j'aimerais bien être un milliardaire comme Jeff Bezos, tout le monde, hein, mais travailler un peu moins que lui quand même. Alors oui, le cas classique d'Amazon Go, tout le monde le connaît aujourd'hui dans le secteur de la vente au détail. François nous a présenté un vidéo de Microsoft qui reprend un peu les mêmes idées, mais
dans la réalité, quelqu'un qui travaille dans le secteur de la vente au détail dit « Ok, mis à part Amazon, qui je peux voir ?» Mais en fait, il y a une multitude de magasins qui se sont lancés là-dedans. J'en ai mis quelques-uns ici, autant des gros comme Walmart, Gary Wader, Macy's et Zara. Mais aussi à Montréal, vous allez chez Decathlon, ils utilisent du RFID, des murs à murs, des robots qui font de l'inventaire, Célio, Lululemon et bien d'autres. Donc, à travers le monde, il y a plein de cas d'utilisation où c'est qu'on retrouve des déploiements qui sont beaucoup plus simples, mais oui, qui mettent un pied dans cet environnement Internet des objets 5G. Dans la diapositive du bas, ici, on voit en fait le Green UX Lab et le Lab IoT. Donc, c'est deux faux vrais magasins, comme on voit sur la diapositive suivante, qui sont en fait des environnements où c'est que nous, à l'intérieur de l'UQAM, on a déployé différentes technologies pour tester justement les fameux concepts d'Internet des objets, d'intelligence artificielle et bientôt de 5G. Alors, qu'en est-il de la sécurité, de la vie privée dans tout cela? C'est une question qui se pose, bien sûr. La première raison, c'est que la multiplication des objets connectés ouvre une multiplication aussi des failles sécuritaires potentielles. Donc ça, c'est sûr. Mais c'est juste possible. Dans la réalité, c'est un sujet auquel tout le monde s'intéresse, tous les vendeurs, pour s'assurer d'avoir des solutions qui sont sécuritaires, entre guillemets. Je vais prendre juste un exemple. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de solutions qui sont anonymes. Vous achetez un t-shirt, vous vous baladez dans le magasin, je suis capable de traquer le mouvement du t-shirt avec la puce RFID, mais je ne sais pas que c'est vous qui l'avez. Et même si je suis votre téléphone va émettre un identifiant Bluetooth qui va être anonyme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut utiliser aussi votre adresse MAC, une adresse physique de votre téléphone, mais cette adresse MAC, elle aussi est anonyme. Et en plus de ça, pour compliquer la chose, vous avez Apple qui vient d'annoncer que maintenant, ils vont avoir des randomized MAC addresses, donc finalement des adresses qui sont dynamiques. En quelques mots, en fait, c'est que ce qui vous identifie va changer de manière dynamique et constante pour s'assurer que ça reste anonyme. Donc, sur le point de la vie privée, c'est un point qui est très, très bien traité. Sur le point sécuritaire, ça dépend des cas d'utilisation. Alors, dernière question, si vous le voulez bien. On a mis ensemble un projet au cœur d'innovation avec Vidéotron et avec vous sur un abribus connecté, intelligent. Est-ce que ce sont les mêmes défis, ce sont les mêmes enjeux? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Oui, alors merci Damien pour cet exemple. D'abord, je suis vraiment content qu'on a fait ça en fait au quartier de l'innovation avec Vidéotron. C'est un super beau projet. Il y a un petit vidéo, vous pouvez aller voir sur le site du quartier de l'innovation. Un abribus, c'est un environnement connecté. Un magasin, c'est un environnement connecté. Donc en fait, dans un abribus, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de détecter en temps réel des usagers en vue d'eux, marketing en temps réel, planification dynamique du transport, etc. Mais c'est le même concept qu'on a appliqué, les mêmes technologies. Par exemple, dans l'abribus du quartier de l'innovation, on a utilisé du Bluetooth pour détecter les gens, du Wi-Fi, mais aussi du Li-Fi, de l'Internet par la lumière, donc des technologies complètement innovantes. C'est à ça que ça sert aussi ce genre d'environnement. Donc, ça reste ce qu'on appelle des Smart Connected Space ou des espaces intelligents. Voilà où sont les similitudes. Merci beaucoup, Igal Ben David. Avant de passer à notre dernier panéliste, je vous répète que si vous avez le désir de poser des questions, vous pouvez le faire directement sur les écrans. Les questions commencent d'ailleurs à arriver et on y répondra tout à l'heure. Donc, notre dernier panéliste est Monsieur Farid Mer. Permettez-moi de vous le présenter. Donc, Monsieur Mer est ingénieur en microélectronique et pionnier du e-commerce au Québec. Il a développé le site pour IGA en 1996, ainsi que plusieurs autres détaillants au Canada, aux USA et en Europe. Il a occupé par la suite des postes de direction chez Capgemini, chez CGI. En 2008, il fonde FMC Digital, une firme de consultants en technologie numérique qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Et il est spécialiste dans l'industrie du détail et il gère depuis peu les technologies pour le panier bleu. On en a entendu parler pendant la pandémie. Donc, c'est une OBNL qui répertorie les détaillants québécois. Merci beaucoup d'être parmi nous. Ma première question, on a entendu beaucoup d'informations depuis le début de ce panel. D'après vous, de quoi aura l'air le commerce de demain?
Oui, puis comme je suis le dernier présentateur, je peux me permettre de parler aux commerçants qui sont en ligne avec nous et faire le lien peut-être avec les autres conférenciers qui ont parlé des différentes applications du 5G puis de l'infrastructure qui est mise en place. Mais si on le regarde comme commerçant qui voit le déplacement des consommateurs vers l'en ligne, bien, nécessairement, si on a une boutique, on va vouloir la rendre plus attrayante, en faire une expérience d'achat qui est complètement redynamisée. Et nécessairement, les technologies qui vont utiliser le 5G vont venir s'intégrer à ce cadre-là. Vont permettre aux magasins d'être low touch, comme François le disait, d'être mobile peut-être même avec les technologies de Vidéotron, de pouvoir créer des pop-up stores. Mais d'un point de vue d'un commerçant qui a une boutique, 2 boutiques, 5 boutiques, la problématique, c'est bon, ben là, il va avoir toutes ces nouvelles technologies, tous ces nouveaux systèmes de cabines d'essayage intelligentes, d'étagères connectées, d'étiquettes dynamiques, de personnalisation de l'affichage. Puis on parle même pas de drones puis de livraison comme ça. Donc, le commerçant va devoir regarder son magasin d'une manière différente et se poser la question, puis j'y reviendrai après, comment je vais pouvoir gérer l'innovation, l'ajout de ces nouvelles technologies-là dans mon magasin? Alors, autre question, comment justement, on parle de clients encore une fois, comment la 5G permettra de répondre réellement aux besoins de ces derniers? Oui, mais je pense que le consommateur a des besoins, puis j'ai sorti quelques chiffres d'une étude que McKinsey a fait récemment, post-COVID, donc c'était au mois d'août, au mois de septembre, où ils ont posé des questions aux consommateurs, qu'est-ce qui est le plus important pour vous en magasin? Et la majorité vont dire, on veut un magasin où on est capable de se retrouver facilement, naviguer rapidement. Donc, je veux entrer vite, je veux sortir vite. Encore là, l'impact COVID. Je veux pas qu'il soit trop achalandé. Je veux être capable d'avoir des cabines d'essayage qui ont été désinfectées. C'est une question qui n'existait même pas pré-COVID, là. Mais aussi un check-out rapide, un self-checkout. Donc, c'est des besoins très concrets qui vont pouvoir venir être supportés par des technologies mobiles, des technologies sans fil. Et je pense que la 5G va contribuer à faciliter cette introduction-là. C'est pas tant que je pense pas que le consommateur va demander de la 5G. Je pense que le consommateur va demander, par exemple, de pouvoir faire son check-out lui-même sans avoir besoin de toucher ou de parler à une caissière pour aller rapidement. Et c'est là où la 5G va rentrer en ligne. Alors, dernière question pour les gestionnaires qui doivent préparer justement l'arrivée de ces nouvelles technologies. Quelle démarche leur conseillez-vous? Par quoi commencer? Quand on n'a pas forcément un département informatique numérique, comment faisons-nous? Exact. Mais je pense qu'il faut le regarder. Puis j'ai préparé quelques questions auxquelles il faut se poser là, sous 3 grands sujets. Le premier, c'est que il va y avoir une déferlante d'innovation qui va venir avec ces technologies. On parlait de réalité augmentée ou de réalité virtuelle ou de cabines d'essayage sur des écrans. Ben, il va falloir être capable de gérer cette innovation-là. Comment on fait nos tests? Comment on introduit? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est compatible avec les systèmes qui existent déjà? Comment on choisit notre opérateur mobile? Parce que, évidemment, Vidéotron va amener la technologie 5G. Probablement que les autres amèneront une technologie moins bonne et plus lente, mais il va falloir quand même être capable de faire un choix qui va bien vivre dans notre écosystème existant. Il va falloir se poser la question, comment on va faire pour gérer, nous, en tant que commerçants, le fait qu'on va avoir 10 fois, 100 fois plus d'objets connectés qui vont générer des données qu'il va falloir stocker, comprendre, analyser, etc. Un autre élément, c'est des éléments très opérationnels de gestion à partir du moment où on va se retrouver avec le réseau 5G, en plus du réseau Wi-Fi, des réseaux Bluetooth, peut-être du RFID qu'on aura déjà. Comment gérer et faire l'interconnexion avec ça? C'est très technique. Souvent, c'est les équipes TI qui vont le faire ou ça va être nos partenaires, justement, de télécom, qui vont pouvoir nous aider à trouver des solutions dans ce sens-là.
à partir du moment où on va se retrouver avec des dizaines, des centaines, des milliers d'appareils ou d'objets connectés dans plusieurs magasins, bien, il va falloir être capable de les gérer et pas être obligé d'aller les configurer un après l'autre. Donc, quels sont les outils qu'on va avoir pour être capable d'ajouter, d'avoir les statuts, faire des mises à jour, etc. Et finalement, le point que j'aimerais amener les gens à réfléchir, c'est comment on va gérer les accès aux utilisateurs. Qui va avoir le droit, effectivement, d'aller faire une mise à jour? Est-ce que ça va être juste les membres de mon personnel, des membres des équipes des compagnies de télécom? Le dernier élément, puis on en a déjà parlé, c'est les éléments de sécurité et de vie privée. Nécessairement, plus on va créer de la donnée, c'est vrai que le réseau est sécuritaire, c'est vrai que la 5G va permettre d'encrypter, c'est vrai qu'il y a les adresses dynamiques, etc. Mais nécessairement, on va générer de la donnée, on va pouvoir collecter cette donnée-là en tant que commerçant. Il va vraiment falloir se poser la question, est-ce que je comprends qu'est-ce qui est connecté? Est-ce que je comprends où est-ce que c'est stocké? Est-ce que je veux vraiment en être responsable de cette donnée-là? Si j'en fais une utilisation, est-ce que c'est une utilisation qui va respecter la vie privée de mes consommateurs si on fait de la reconnaissance faciale, qui va être probablement disponible dans à peu près toutes les caméras dans les prochaines années? Est-ce qu'on veut vraiment se retrouver à être capable d'identifier un consommateur qui va venir en magasin, de le suivre pas à pas, d'être capable d'avoir son parcours, son trajet, d'être capable d'acheter les données de ce qu'il a pu consommer ailleurs? Donc, on peut se poser la question si les commerçants vont être capables de gérer cet influx de nouvelles données. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Farid. Donc, vient maintenant la période de questions. Encore une fois, on vous invite à poser vos questions en direct, si vous voulez. On va commencer par la première. Donc, je vais lire la première question qui nous vient d'Éric Abois, et qui est pour François, mais on pourra l'ouvrir peut-être à l'ensemble des gens qui sont parmi nous. Donc, j'opère un petit commerce de la petite Bourgogne et j'aimerais savoir s'il y a un moyen que la 5G soit utile à mon commerce pour mieux cibler ou localiser mes clients, en sachant que je ne peux pas me permettre un investissement de plusieurs milliers de dollars. Je ne suis certainement pas la seule à être un peu découragée par l'essor de la nouvelle technologie qui ne fait qu'agrandir l'écart entre nos petits commerces et les gens existants. François. Oui. Bien, effectivement, on a parlé de technologies de concept là, qui demandent beaucoup d'investissement là, pour la plupart. C'est sûr, il faudrait circonscrire le besoin, mais tu sais, je peux me faire rassurant que la 5G ne rend pas non plus désuet des solutions de ciblage ou de localisation qui existent déjà, qui sont moins coûteuses en termes de bases de données localisées ou juste d'infolettes ou programmes de fidélisation qui permettent de cibler notre clientèle, de mieux la connaître puis de savoir où elle peut se situer là, sur un territoire défini. Fait que, tu sais, je ne pense pas que la 5G va devenir essentielle pour poursuivre le travail de ciblage et de localisation de ses clients. Farid, vous voulez compléter quelque chose? Oui, j'aimerais peut-être ajouter un élément qui, en lien avec les travaux qu'on fait au Panier Bleu, où on crée un registre de commerçants québécois et bientôt un registre de produits. Je pense que, comme on l'a dit, la 5G va être là en 2021. Puis elle va être disponible partout au Québec de manière, de manière très, très déployée partout. Par contre, la plupart des petits commerçants ont encore de la difficulté à être sur Facebook, avoir une page web, même avoir un site de commerce électronique, avoir un POS qui est bien connecté. Je pense que ça serait ça la suggestion que je ferais aux commerçants, c'est commencer par ce qui est disponible aujourd'hui pour pouvoir être capable d'utiliser ou de tirer bénéfice de la 5G quand elle va être disponible. Si on le voit comme une évolution, ça va être plus facile à prendre, mais il y a un retard. Il y a vraiment un retard technologique chez les commerçants québécois et il faut commencer avec la base, puis la base, c'est aussi simple qu'avoir un site web et être présent en ligne. Alexis, vous voulez compléter? Je suis totalement d'accord avec ces deux messieurs. En fait, aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a, à ma connaissance, aucune technologie qui existe qui nécessite absolument la 5G pour fonctionner, pour supporter les activités du commerce de détail.
Au point de Farid, il est cependant très important dès aujourd'hui de faire le virage technologique parce que ce virage-là est déjà pris par beaucoup. Il permet d'augmenter la productivité. Mais la 5G aujourd'hui n'est pas un frein à la technologie, il va juste permettre d'accélérer à moyen long terme les possibilités d'application de ces technologies-là. Parfait. Igal, peut-être compléter ou est-ce que c'est... Non, non, je suis bien d'accord avec mes collègues. Je me rappelle d'un journaliste des affaires qui m'avait contacté il y a quelques années et qui me posait la question, si je suis une petite entreprise, et en lien avec l'Internet des objets, il me disait quelle est la technologie sur laquelle je dois miser aujourd'hui. Et je lui ai dit commencez par avoir un système de point de vente qui est fonctionnel, un site Internet qui est synchronisé avec votre magasin. Je veux dire, commencez avec des choses comme ça avant de commencer à l'Internet des objets. Donc, il y a un cheminement qui doit se faire et c'est effectivement là-dedans que l'adoption de toutes ces nouvelles technologies va s'inscrire. Alors, justement, on parle de cheminement. Une question peut-être qui est d'ordre plus pour le consommateur. Alexis, elle est pour vous. Si j'ai bien compris, le déploiement de la 5G, et je le répète, on a des témoins en 2021, le client que je suis, ça fonctionnera si j'ai un téléphone 5G, c'est ça? Ça veut dire qu'il y a des milliards d'investissements, non seulement en infrastructure sur le terrain avec les antennes, mais il va falloir aussi des milliards d'investissements avec tout ce qui est téléphonie, etc.? Définitivement, Damien. En fait, pour bien comprendre le processus de déploiement de la 5G, comme je l'ai dit au début, ça va être un déploiement qui va être géocentrique. Par géocentrique, ça sous-entend que le réseau va être disponible à certains endroits, des endroits en général très denses, qui justifient l'investissement et le rehaussement de ces infrastructures. Les endroits qui ne nécessitent pas ce genre de rehaussement seront faits plus tard. Donc, il est tout à fait imaginable en 2021 qu'un consommateur ait un appareil compatible 5G et puisse se connecter à un réseau 5G au centre-ville de Montréal et que dès qu'il sort du centre-ville, il fall back sur du 4G, du LTE qu'on connaît actuellement. Donc, parce que les appareils 5G sont évidemment compatibles avec la 4G aussi. Donc, ça va être un déploiement qui va se faire dans le temps et par vague, et ce ne sera pas fait en 2021. Il va y avoir des premières itérations en 2021 qui vont être poursuivies en 2022 et dans les années subséquentes. Est-ce que quelqu'un veut intervenir peut-être? Prochaine question, justement. On en parlait d'ailleurs aujourd'hui aux actualités. Le Québec est immense. On voit la connexion n'arrive pas dans toutes les régions du Québec. Des commerçants nous écoutent partout au Québec. Comment peut-on les rassurer en sachant que si la métropole va être la première à avoir la 5G et qu'après ce sont les régions qui vont l'avoir, comment peut-on être compétitif par rapport à ça, François? Là-dessus, peut-être que je laisserai plus parler. Ouais, peut-être que je peux m'aventurer à faire le lien avec les points qui ont été mentionnés précédemment. C'est que la 5G, c'est une évolution sur des technologies qui existent déjà. Donc, l'idée de pouvoir offrir un site de commerce électronique et d'être connecté à son système de point de vente en magasin, ça peut se déployer sur du Wi-Fi. Puis après ça, tomber sur, quand le 5G est disponible, de le rendre disponible de manière mobile ou d'être capable d'amener la 5G comme une évolution. Donc, évidemment, si on n'a pas de connexion Internet du tout, ça devient difficile de vivre aujourd'hui. Puis je pense que ça va devenir déployé partout au Québec à cause de la pandémie. Mais le fait d'avoir ou de ne pas avoir la 5G, je ne pense pas, va nous empêcher de faire l'évolution ou l'innovation qu'on a besoin de faire. Igal, voulez-vous rajouter quelque chose? Non, je suis absolument d'accord. En fait, on n'a pas nécessairement besoin de la 5G. Je veux dire, ça n'empêche pas tout le monde aujourd'hui de se lancer sur un grand nombre d'applications futuristes sans 5G. La 5G va permettre d'autres choses, mais elle n'est pas un frein à l'innovation, ni ici, ni ailleurs. Et puis, Maher l'a dit, je veux dire, ça prend quand même une connexion Internet. Et s'il y a un des non mauvais points que la Covid a emmené, c'est justement les déploiements des accès Internet partout ici en région. Merci, Igal. Alexis, un dernier mot sur cette... Mes collègues ont pas mal fait le tour. Je dirais, je renforce le point en effet que la position de Vidéotron actuellement est vraiment de travailler sur les déploiements en région.
On a fait énormément de travail dans l'année 2020 pour accompagner et déployer en région de l'Internet. En parallèle de ça, on regarde évidemment les déploiements de la 5G, mais la priorité aujourd'hui, c'est de donner de l'Internet sur le territoire québécois. Alors, prochaine question qui nous vient de Linda Larocque. Avec le grand virage technologique, avez-vous des conseils à donner pour ne pas perdre l'engagement des employés en poste qui ont peur justement de perdre leur emploi? Peut-être Farine? C'est une très bonne question. Puis on a tendance à trouver des solutions technologiques quand on porte des lunettes jaunes comme moi. Je pense que la transformation du magasin qui va s'opérer dans les prochaines années pour devenir une destination expérientielle, pour devenir un point de service, pour devenir un environnement où on va être capable d'échanger avec des gens qui sont connaisseurs et qui vont pouvoir nous conseiller, devrait donner un horizon positif aux gens qui seraient dans des commerces plus traditionnels et qui verraient les gens s'éloigner du magasin. Selon moi, ils vont revenir, mais ils vont chercher quelque chose de différent dans les magasins. François, vous voulez intervenir? Oui. Bien, c'est ça. Hein, c'est sûr que ça peut être épeurant. Tantôt, on a parlé de commerce complètement automatisé ou partiellement automatisé. Pour les gens qui occupent présentement ces emplois-là, c'est sûr que ça peut être inquiétant. Puis ça, on le voit là, depuis quand même quelques années, si on pense aux chaînes de restauration rapide, entre autres. Mais ça peut être justement une solution pour pallier au manque de main-d'œuvre, donc de permettre aux employés sur place d'avoir une tâche là, qui est acceptable. Ça peut leur permettre de repenser leur rôle, d'ajouter une valeur ajoutée à leur rôle, puis qu'il y ait certaines tâches qui soient automatisées en termes de paiement, la caisse ou tout ça, puis qu'eux se concentrent sur un rôle plus conseil. Donc, ça peut apporter des opportunités pour tout le monde, là, quand même, à mon avis. Yigal, vous voulez commenter? Oui, Ajouter quelque oui chose? en fait, moi, souvent, c'est une question qui m'est posée. C'est bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait, par où on commence? Bon, moi, j'arrive du monde académicien. J'ai pas de lunettes jaunes, mais j'ai quand même quelques conseils pour ça. Je pense que si moi-même, je gérais un magasin, quelle que soit sa taille, ben, j'irais commencer à lire sur le sujet. Je prends un exemple de site, RFID Journal. C'est qui? Donnez-moi 20 exemples de magasins qui ont déployé différentes technologies, des magasins du futur aujourd'hui, et des petits et des moyens et des grands magasins. Donc, commencez à lire sur le sujet, à me documenter pour voir qu'en fait, le cheminement, il n'est pas impossible. Au contraire, ça se fait déjà partout. Et moi-même, commencer à tracer ma propre carte dans cette espèce d'écosystème pour voir et planifier mon cheminement plutôt qu'être pris par surprise et dire je ne l'avais pas vu venir. Parfait, Alexis. J'ai moins d'expertise dans ce champ-là. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est qu'évidemment, on le voit avec la pandémie actuellement, l'être humain a besoin d'interaction et je pense que le magasinage en ligne a certains attraits, mais aussi des limites. Et je suis persuadé que l'expérience de magasinage en magasin, même si elle est rehaussée avec de l'automatisation, avec de l'analytique, avec de l'intelligence artificielle, va devoir avoir une composante humaine pour avoir une pertinence. Justement, ça permet d'aller à la prochaine question. On parle de pandémie, on vit la pandémie actuellement. Pensez-vous que ça va accélérer la mise en place de la 5G et préparer aussi les gens, autant les consommateurs que les clients, à ce défi de la 5G qui va arriver? Je sens clairement, Damien, que tu veux de la 5G. mais plus sérieusement, est-ce que la pandémie va accélérer? Pas vraiment, pour tout se dire, parce qu'il y a des limitations au niveau des manufacturiers. C'est des éléments qui sont produits hors du pays. Donc, il y a des enjeux d'approvisionnement. Je dirais que la pandémie, globalement, n'a pas accéléré grand-chose dans pas beaucoup d'industries, à ma connaissance. Par contre, en effet, est-ce qu'on réalise que la connectivité de qualité, performante et stable pour l'ensemble des Québécois est un requis indispensable? Absolument. Et on le découvre de plus en plus depuis le début de la pandémie. Farine, vous voulez compléter? Oui, pour compléter là-dessus, Alexis, je pense qu'il y a beaucoup de programmes gouvernementaux avec les différents ministères, avec le CQIC à Laval, avec le CQCD, nous au panier bleu, pour essayer d'amener vers les commerçants des programmes qui vont les aider à se convertir, à faire les premiers pas, à faciliter leur évolution et leur conversion. Et j'aurais tendance, pour rebondir peut-être sur la question qu'on avait avant,
qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'on pourrait donner aux employés? Bien, c'est de les former. C'est de les former à justement être capable de mieux s'outiller pour utiliser les technologies, de commencer à faire ces tests-là en cette période qui est peut-être plus difficile et où les employés ont peut-être du temps pour faire ce genre d'exploration-là. Parfait. Igal, peut-être compléter ou est-ce que c'est... Oui, en fait, je vais rebondir sur une question que tu m'as posée, Damien, tout à l'heure, sécurité, vie privée. Je pense que la COVID, en fait, les applications, que ce soit des applications de traçage ou des applications de distanciation sociale ou autres, il y a beaucoup d'applications qui ont été mises sur le marché. Je pense juste à la fameuse application de traçage, une quarantaine, une cinquantaine d'applications qui existent. Mais c'est des applications qui misent sur la connectivité, sur le suivi en temps réel des gens, sur la traçabilité des contacts. Et ça, ce que ça a fait, c'est que ça a ramené sur le tapis énormément de questions relatives à la sécurité des applications et à la vie privée des gens. Et ça a beaucoup fait avancer le débat, qui fait qu'aujourd'hui, tristement, on est plus prêt à répondre à un paquet de ces questions-là pour le commerce connecté grâce à la COVID. Et mes collègues, justement, mon collègue Sébastien Gams, qui est un spécialiste là-dedans, travaille avec l'Université de Waterloo sur les principes qu'on utilise maintenant dans les applications comme ça. Mais c'est les mêmes applications conceptuellement qu'on retrouve dans le commerce connecté. Alors, une autre question qui est intéressante dans le sens où ça touche absolument tout le monde, c'est sur le développement durable. Aujourd'hui, on a fait des annonces sur le plastique au fédéral, sur l'interdiction de différentes plastiques, etc. Comment voyez-vous l'intégration d'un tel méga projet dans toute cette mouvance de développement durable? Elle n'est pas facile, la question. Igal, on peut peut-être commencer par vous. OK. Alors, en fait, je vais plus parler pour ma paroisse, donc pour les objets connectés. C'est facile à dire un objet connecté, c'est général, mais le fait d'avoir une visibilité en temps réel sur qui a pris quoi, quand, sur quelle étagère, qu'est-ce qui a été emmené en cabine, combien de temps c'est resté. Donc, cette compréhension des tendances en temps réel de tout ce qui se fait dans un magasin, dans une chaîne de milliers de magasins, ça permet aux entreprises dans toute la chaîne logistique, plutôt que de réapprovisionner à l'aveugle, de réapprovisionner non pas en fonction de ce que les clients achètent, mais même en fonction des tendances du marché. Et donc, remplacer les stocks par l'information et contribuer directement à une réduction de l'empreinte écologique. Dans le futur, multiplication des objets connectés, multiplication des données, besoin d'un réseau plus performant, d'où le 5G. Farine, compléter peut-être? Moi, quand je pense 5G, je pense mobilité. Donc, je pense beaucoup être capable de se déplacer, avoir toujours son appareil avec soi, être toujours connecté. Je pense aussi commerce électronique. Je pense aussi donc livraison à la maison. Malheureusement, le constat aujourd'hui n'est pas très positif d'un point de vue durable. Plastique, consommation, gaz à effet de serre. Donc, peut-être qu'il y a des éléments de réflexion en pensant aux commerçants à mutualiser certains équipements, certains équipements et façons de faire pour bénéficier de la mobilité, bénéficier de cette connectivité-là, mais plutôt que de penser un à un, d'essayer de mettre des choses en commun pour justement minimiser l'impact. Parfait. François, tout à l'heure, on parlait de différents exemples concrets. Quels sont les pays peut-être qui sont plus en avance actuellement où on peut prendre référence pour nos projets? Bien, beaucoup. J'ai présenté l'exemple de Singtel à Singapour. Je sais qu'en Chine aussi, il y a des concepts qui se mettent en place. Moi, si c'était de moi, là, j'irais voir beaucoup là-bas comment ça se développe. Puis, à mon avis, la 5G, à moins que je me trompe, elle va se développer beaucoup là aussi en premier. C'est un des endroits où ils sont en avance aussi là, sur ce point-là spécifique. Alors, dernière question, très simple. Vous avez 10 secondes pour y répondre. Si vous aviez à définir en un mot la 5G, ça serait quoi, Alexis? L'avenir. L'avenir? Farid? La facilité d'utilisation. Un mot. Un mot. Facilité d'utilisation. Igal? Bon, morceau. En fait, je reprends ce qu'Alexis a dit, j'ajoute morceau. Un morceau de l'avenir. Un morceau de l'avenir. François? Une évolution. Évolution. Bien, merci beaucoup à
à vous quatre. Merci aux gens qui ont posé des questions chez vous. On est très content de vous avoir reçu, d'avoir, on espère, répondu à pas mal de questionnements par rapport à la 5G. Je vous invite le 22 octobre à 10h, on a avec TAG justement une web-série, un webinaire sur la sécurité et les chaînes, la cybersécurité et les chaînes d'approvisionnement avec deux grands spécialistes, une personne de Deloitte et un chercheur professeur de Concordia. Et donc, je remercie toute l'équipe de TAG qui nous a reçus. Je remercie mon équipe qui a préparé cet événement, ainsi que les producteurs ici qui nous reçoivent. Et je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Grand merci donc à vous tous pour cet entretien d'actualité, pour nous avoir parlé donc de la 5G. Un grand merci à vous aussi à la maison pour vos questions. Ça sent la fin de cet événement. Le mot de la fin, donc, après ceci, je vous invite maintenant à regarder l'extrait qui suit qui vous présente le gagnant RBC de la catégorie relève familiale ou entrepreneuriale. Au retour, le mot de la fin. Je me présente Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le prix Reconnaissance Relève familiale. Les entreprises familiales sont au cœur du tissu économique québécois. En assurer la pérennité, c'est aussi assurer l'avenir économique et la prospérité du Québec. Le prix Reconnaissance Relève familiale récompense un détaillant qui a su, avec efficacité, développer et mettre en place un plan de transfert et l'intégration de la relève. J'invite maintenant M. Jonathan Massé-Simard, vice-président au service financier aux entreprises, détaillant services aux consommateurs et franchises de la RBC Banque Royale, partenaire des prix Reconnaissance. Merci, M. Drouin. Effectivement, RBC Banque Royale est fier partenaire dans la remise des prix Reconnaissance et au nom du jury, nous sommes heureux de remettre le prix Relève familiale à la boutique Imaginaire. Bonjour, Anthony Doyon de l'Imaginaire. On est super fiers d'avoir gagné le prix Relève familiale cette année. Moi et mon frère Dave, on a pris la relève depuis 2016 de la boutique Imaginaire qui se consacre dans la collection, les cartes de collection, la monnaie, une librairie de manga, bandes dessinées, des jeux de société, des cassettes et encore plus. On est hyper fiers de pouvoir travailler avec nos parents qui nous donnent de l'énergie et des conseils jour après jour. Non, une relève familiale, ça a commencé par ma mère qui m'a aidé à partir de cette entreprise-là en 1986. Il y a eu le relais jusqu'à moi. Par la suite, les enfants se sont joints tranquillement avec mon épouse qui est également dans l'entreprise. Alors, on a un plaisir énorme à travailler avec nos enfants. Et si vos enfants ne sont pas tout à fait prêts immédiatement, donnez-leur un peu de temps. Car lorsqu'ils viennent dans l'entreprise, ça crée vraiment une énergie tout à fait extraordinaire. Et le plaisir que vous aurez, vous saurez m'en reparler. Merci beaucoup pour ce prix. Moi et Mireille, on vous remercie. Et voilà, ça sent la fin de cette belle première journée. Puis je vois que les questions continuent d'entrer, là. Alors, je vous invite à les glisser dans l'onglet conférencier. Ils pourront donc y répondre en direct dans les prochaines minutes. Jean-Michel, donc ça sent la fin. On ressort tous et toutes avec des idées nouvelles, des façons de faire, des projets et surtout des solutions. Et demain, on nous réserve encore une grande variété de contenus. Exactement, c'est à pas manquer la journée de demain. Donc, au nom du Conseil québécois du commerce de détail, j'aimerais remercier à nouveau tous nos partenaires, conférenciers et exposants qui ont fait de cette journée un réel succès. J'espère que vous avez aimé ça de votre côté à la maison, que vous avez mis cette formule interactive, virtuelle. On essaie de rendre ça le plus intéressant possible. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Soyez des nôtres demain parce qu'il y a une autre grosse journée. Merci. À demain. Merci beaucoup. À demain.